Bonjour tout le monde, bienvenue au 25e épisode du podcast de Board Game Québec. Aujourd'hui, on fait un top 10 des bilans, de la mi-année 2017, donc les jeux qu'on a préférés dans la première moitié de 2017. On va parler aussi dans les expériences de jeux de Rivet Wars, Easterfront et de Automania. Et avec moi, j'ai une nouvelle personne en fait pour collaborer au podcast, c'est Sylvain de l'École du jeu. Donc Sylvain, je peux te laisser un peu te présenter puis plugger aussi l'École du jeu. Ben oui, écoute. Donc moi c'est ça, c'est Sylvain, je fais des vidéos sur YouTube pour l'École du jeu. J'écris aussi des articles de temps à autre sur Passion Board Games. Donc c'est ça, vous pouvez me trouver soit sur notre canal YouTube, à l'École du jeu, sinon sur Facebook ou encore un peu partout. On n'est pas compliqué à trouver. Mm-hmm. Puis c'est ça, puis Sylvain m'a proposé dernièrement, justement aux journées ludiques, là, qui était le sujet du dernier épisode, qui aimerait ça collaborer au podcast de temps en temps. Donc selon ses disponibilités, il va faire un petit tour ici, puis ça va amener, je pense, une autre dynamique, d'autres jeux que tu vas jouer. Donc plus de jeux qu'on va parler dans le podcast, je pense que c'est ça qui est le fun. C'est ça que le monde aime, entendre parler de beaucoup de jeux dans un même épisode. Mais c'est certain que ça fait la variété, ouais. Puis c'est toujours le fun d'avoir d'autres expériences de jeu aussi. Ouais. Toi, tu joues souvent avec Marie-Lou, ouais. Là, d'avoir quelqu'un d'autre qui vient interagir aussi, ça va être intéressant. Non, c'est ça. Alors, je vais commencer avec les nouvelles, puis ensuite on va faire notre top 10. Les nouvelles très rapides pour cet épisode-ci. J'ai vu passer, mais j'ai pas eu plus de détails que ça. C'est quelqu'un qui a mentionné ça, qu'il y aurait une extension qui s'en vient pour King Domino qui s'appellerait Queen Domino. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Je sais pas. J'ai pas réussi à valider plus que ça l'information. Mais j'imagine que la personne n'a pas dit ça dans le beurre. Donc ça va être à surveiller. Je pense que King Domino, c'est un jeu que j'ai découvert récemment et qui m'intéresse beaucoup. Je trouve la mécanique très intéressante, puis tellement simple en même temps. Je sais pas si tu as joué. Oui, c'est un beau petit jeu. En fait, ouais. Je dirais que j'ai peut-être joué même une trentaine de parties. Ok, quand même. Oui, à 2 joueurs, la variante à 7x7 est vraiment intéressante. Ça transforme un petit jeu très léger en bon petit jeu. Mais moi aussi, j'ai entendu parler de Queen Domino. Là, pas plus de détails là-dessus, mais j'ai hâte de voir. Ok. Donc, ça confirme que c'est dans l'air. Puis, je vais faire un petit rappel aussi pour le concours pour gagner 13 Days de Cuban Missile Crisis. Donc, concours qui est en même temps un sondage que j'ai dissimulé dans le concours. Mais ça marche bien jusqu'à maintenant, à peu près 25-30 participants jusqu'à maintenant, après une semaine là, à peu près une semaine de publier. Là. Ici, on enregistre, en fait, on est jeudi le 15, mais ça va être diffusé la semaine prochaine. Ben, en fait, au moment où vous l'écoutez, là, le mercredi, je sais plus quelle date. Ça va être vite de même, le 21. Donc ça vous donne une petite idée combien de personnes ont répondu jusqu'à maintenant, puis les chances que ça vous donne aussi de gagner ce jeu-là. Un merveilleux jeu, je sais pas si tu as joué. Non, j'ai pas essayé encore. Je sais que t'en as parlé, puis ouais. Ça a piqué ma curiosité. Ouais, c'est vraiment cool ce jeu-là. Moi, j'aime bien les jeux à thématique de guerre, donc c'était mon jeu, je pense, numéro 1 dans mon top 10 que j'avais fait là, lors du 10e épisode. Donc, un petit rappel d'aller sur Facebook. Dans le fond, j'ai épinglé la publication sur la page de Board Game Québec. Donc, vous pouvez accéder facilement. C'est un Google Form, dans le fond, pour le sondage et concours en même temps. On va passer au sujet principal, qui est notre top 10. Et l'idée m'est venue, en fait, de faire le bilan, en fait, de l'année, la mi-année, en fait. Et je trouvais que c'était une bonne idée aussi pour te connaître aussi aux auditeurs, Sylvain, un peu qu'est-ce que tu joues aussi. Fait que je pense que ça va être intéressant de voir ça. Non, ça va être le fun de voir aussi, d'avoir un petit bilan. C'est pas nécessairement les 10 meilleurs jeux de tous les temps. Non, c'est le fun de voir des jeux qui sont un peu plus tendance, un peu plus, qui reviennent plus souvent, ou des nouveautés encore. Moi, je sais que j'ai joué à beaucoup de jeux, puis là, de ces temps-ci, je me tiens un peu plus au niveau avec les nouveautés. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir voir différents jeux, là. Alors, on va commencer, puis Sylvain, je te laisse commencer avec ton numéro 10. Donc, en 10e position, encore là, du bilan de mi-année de 2017, j'ai le jeu Automania. D'ailleurs, un jeu que je vais parler un peu plus tard dans l'épisode, c'est une nouveauté que j'ai eue. C'est un jeu, en fait, qui date de 2015. Donc, c'est pas nécessairement le jeu dernier cri, mais ce jeu-là m'a surpris. C'est un jeu, on s'entend, c'est à poids moyen, je dirais. C'est pas tout à fait un jeu de transition, mais c'est une petite coche au-dessus. Okay. Puis, la thématique de base du jeu, c'est que tu construis des voitures.
Je dirais que c'est peut-être un peu un Kanban light. Je sais pas si tu as joué à Kanban. Ouais, j'ai joué. Moi, j'ai jamais joué en fait. Okay. Mais c'est juste que la première action que tu fais dans Automania, c'est que tu construis une voiture. Fait que tu sais, il y a pas d'attente, pas rien, direct au but. Je dirais que c'est un jeu qui est pas trop compliqué, qui a des bonnes décisions intéressantes, une bonne durée, puis je dirais que de prime abord, quand tu le regardes, il y a un petit look un peu cartoon, mais sinon c'est un super bon jeu qui vaut la peine, puis j'en parle un peu plus tard. Ok, ça m'intéresse parce que ça me disait absolument rien quand tu m'en as parlé que tu allais faire ce jeu-là, puis je suis même pas allé voir encore, que ça m'intéresse les Kanban. Moi j'ai vraiment trippé ce jeu-là, puis tout le monde dit que c'est compliqué, vraiment très compliqué, mais moi j'ai pas trouvé ça si compliqué que ça, mais j'ai hâte de voir Automania, ça m'intrigue bien. J'aime bien les jeux de voitures ou construction de voitures ou thématique automobile. Alors, mon numéro 10, c'est un jeu qu'on parlait justement tantôt, c'est Codex, Card Time Stratégie, ouais, c'est ça, Codex. En fait, que j'ai découvert cette année, en début d'année, c'est un jeu que j'avais eu à Noël. Et puis, un jeu de cartes, en fait, qui je pourrais si vous connaissez comment ça s'appelle Hearthstone sur PC, vous allez avoir deux équipes face à face en fait qui vont avec leur deck de cartes essayer de détruire la base de l'adversaire, un peu aussi comme dans Magic, j'imagine, parce que Magic c'est pas un jeu que j'ai joué vraiment beaucoup, mais un jeu vraiment excellent où on va vraiment, au cours de la partie, on va construire notre deck en allant chercher dans notre codex et on fait vraiment le choix des cartes en fonction aussi de ce que l'adversaire va jouer. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment plu dans ce jeu-là, même si je suis pas vraiment bon à ce jeu-là. Mais c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, puis c'est pour ça que je l'ai mis à mon numéro 10. Puis c'est aussi le jeu que j'ai le plus joué en 2017 jusqu'à maintenant, là, vu que les parties sont à peu près une demi-heure, 40 minutes. Puis j'ai souvent fait des soirées juste de ça, de quelques games consécutives. Donc c'est pour ça que Codex, mon numéro 10. Puis là, je viens de voir que je m'avais mis une mention spéciale là, pour hors top 10 parce que je n'étais pas capable de le rentrer. C'est Pandémie Legacy saison 1 qu'on a commencé cette année. Je suis pas un gros fan de Pandémie, mais je trouvais que le Legacy était très intéressant aussi. On est peut-être rendu au 5e mois, je pense, quelque chose comme ça. Donc, puis je voulais quand même le mentionner parce que c'est quand même un très bon jeu aussi. En fait, j'ai jamais joué à Pandémie encore. Okay. J'ai joué à l'original. Okay. J'ai joué pas mal. Je pense que je suis devenu assez blasé rapidement. Ouais. Mais Pandemic Legacy, il y a quelque chose qui m'intéresse. Puis encore là, il faudrait juste que je trouve le bon groupe de joueurs pour pouvoir le jouer puis le mettre à terme. Là. Mais sinon, ça a l'air d'être un titre. Je veux dire, il est pas numéro 1 sur Board Game Geek. Non, c'est ça. Il doit avoir quelque chose. Ouais, c'est ça. Non, c'est l'aspect Legacy, je pense, qui vient accrocher. Mais pas assez pour faire ton top 10, ça a l'air. Non, c'est ça. Je suis pas assez fan de Pandémie. Je pense que ça reste, c'est un Pandémie quand même. Fait que faut pas s'attendre à... Donc, ton numéro 9? Bon, mon numéro 9, en fait, c'est un jeu qui a été très populaire. En 2015, il a gagné de la renommée. Il est d'un designer vraiment connu. C'est le jeu Codenames. Ah, ben oui. Codenames, j'ai été long à essayer ce jeu-là. Ça m'a pris du temps. Puis non, c'est pas un jeu que je vais m'asseoir avec mes amis gars puis que je vais réussir à faire une soirée complète. Mais c'est un jeu qui passe partout. J'ai joué ce jeu-là avec une foule complètement différente, des gens qui n'ont jamais joué, des gens un peu en boisson, des fois des soirées. Ma femme est pas trop joueuse, elle va jouer quand même, mais Codenames, elle adore le jeu. Puis moi, j'ai même pas encore essayé la version avec images. Personnellement, la version avec les mots m'intéresse plus, je pense. Là. Mais Codenames, c'est sorti à peu près une quarantaine de fois depuis le début de l'année. Je regardais ma liste de jeux, j'ai fait, wow, ok, finalement j'ai joué à ce jeu-là. Mais non, il y a beaucoup de monde. Comme je dis, ça m'a pris du temps. Le monde en disait que du bien. Puis avec raison. Je veux dire, ça reste un jeu accessible. Puis on peut jouer à peu près avec n'importe qui. Fait que moi, Codenames, ça remporte ma 9e position. Ouais, bien d'accord avec toi. C'est vrai, c'est un très bon jeu aussi. Qu'on a découvert peut-être nous en... Je sais même plus si c'est cette fin 2016, je pense que puis on a joué justement avec famille et tout là, puis passe partout comme jeu, puis je pense que j'aime mieux la version mots que image plus que on croit que les deux sont intéressantes. Parce que l'image, ça amène d'autres choses, les images ils portent à quelque chose, tandis que les mots c'est vraiment très spécifique, fait que mais c'est un bon choix. Un bon choix. Merci. Mon numéro 9, un jeu que ça fait quand même longtemps qu'il est sorti. J'ai pas la date en tête, mais un jeu à mon avis excellent, c'est Terra Mystica. J'ai vraiment adoré les parties que j'ai jouées. Je trouve que tout dans ce jeu-là va bien ensemble, les mécaniques, comment tu te places sur le territoire, tu développes ton réseau.
le power que tu accumules avec les petites secoupes, qu'il faut vraiment que tu penses à tes affaires pour faire tes actions puis aller chercher des actions bonus. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans ce jeu. La stratégie, j'ai vraiment aimé ça, puis les factions aussi qui sont différentes. J'ai même pas encore eu le temps de toutes les essayer, donc je pense que c'est un jeu que j'aimerais sortir plus souvent. Donc on en a beaucoup des gros jeux. C'est pas les jeux qu'on sort plus souvent, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié Terra Mystica, donc c'est pour ça que je l'ai placé au numéro 9. Parce que j'ai pas assez joué, plus que par rapport aux autres, mais très bon jeu. C'est un jeu que j'ai découvert moi aussi, je pense, cette année ou à la fin de l'année passée. J'ai joué peut-être 2-3 parties, pas assez pour pouvoir dire qu'ils réussissent à faire mon top comme ça, mais non, c'est un bon jeu. Je veux dire, le jeu a quand même une bonne note, il est bien classé. Puis c'est juste que c'est un jeu qui est complet. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de petites pièces. C'est vraiment l'exemple même d'un jeu euro, là. C'est vraiment clairement un euro pur et dur. Puis non, moi, ce jeu-là m'a vraiment impressionné, mais si jamais, je sais pas si vous le savez, mais le jeu est sorti sur Android et sur Apple. Et j'ai downloadé l'application. L'application est vraiment bien faite. Ça prend un petit moment pour s'ajuster avec les menus et les choses comme ça. Mais sinon, ça permet de pouvoir avoir un petit fixe de Terra Mystica, là. Moi, j'ai joué quelques parties à date, pas tant que ça. Mais non, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Puis pour justement, étant donné que c'est un jeu qui est difficile à sortir, ben c'est le genre d'affaire qu'en application, il peut être vraiment intéressant. Ouais, j'avais vu ça, mais je pense que j'ai plus de place sur mon iPad. T'as un autre iPad dans c'est ça. Donc, on y va avec... C'était terminé sous Terra. En 8e position, encore là, c'est un jeu, une saveur du moment, 2017. Le jeu, un petit deck builder qui s'appelle Vikings Gone Wild. Oh oui, celui-là, je vais l'essayer. Donc, Vikings Gone Wild, je dirais que... Bon, il se rattache avec Dominion, si on veut. C'est un deck builder classique. On a des piles de cartes fixes qu'on peut acheter. Donc, c'est pas une rivière au milieu qu'on achète comme Star Realms ou Ascension, là. Mais c'est vraiment fixe comme ça. Le jeu, en tant que tel, est pas compliqué. Il est pas énormément si stratégique que ça, mais il est élégant, il est simple, il fonctionne bien. Je dirais que, bon, premièrement, comme ressource, t'as de la bière puis de l'or. Déjà là, c'est assez vendeur. L'image, c'est un peu cartoony, c'est un peu amusant. Je dirais que les graphiques, ça se prend pas au sérieux. Puis le jeu non plus se prend pas au sérieux. Souvent, bon, c'est des Vikings, on va attaquer les autres, puis la plupart des jeux où on attaque les autres, souvent quand tu te fais attaquer, c'est comme ah non, tu m'as détruit un bâtiment ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'est un peu de l'attaque négative que tu détruis l'autre. Dans Vikings Gone Wild, ultimement, si tu l'attaques puis l'autre réussit pas à se défendre, tu vas faire souvent des points de victoire selon le bâtiment que tu attaques. Au gros pire que tu peux faire, c'est de pouvoir voler une ressource d'un bâtiment. Mais sinon, c'est vraiment simple. Puis l'autre joueur, il essaie de se défendre avec des cartes, puis s'il se défend, ben il fait plus de points de victoire. Fait qu'au final, on n'est pas là à se tabasser puis à se faire mal. La preuve, si tu attaques un joueur, le joueur peut pas se faire attaquer par les autres à moins que ce soit la seule cible logique. Bon. Ça veut dire qu'on peut pas attaquer tout le temps la même personne. Ça veut dire on va s'attaquer à gauche puis à droite, mais ultimement on va faire notre petit moteur, on va faire nos bâtiments, on les détruira pas. Fait qu'on on va ramper ça un peu là pour faire en sorte que ça marche un peu mieux. De base, comme je disais, le jeu est relativement pas trop compliqué. Il y a quelques petites extensions qui viennent rajouter des choses par-ci par-là qui le transforment un peu plus en Dominion, là. On dirait qu'on change quelques paquets, on rajoute des petites mécaniques. Mais sinon, même le jeu de base, je le trouve simple, accessible, puis je pense que c'est un bon deck builder pour les gens qui aiment le genre, puis qui ont pas nécessairement le goût de se faire détruire toutes leurs choses, puis que ça tombe en ruine. Fait que non, c'était mon numéro 8, c'est Vikings Gone Wild. Ouais, celui-là, faut vraiment, il est sur ma wishlist à essayer prochainement. J'espère pouvoir le faire prochainement, ça m'intéresse beaucoup ce jeu-là. Mon numéro 8, un jeu que ça fait quand même 2013, je pense. 2013 qui est sorti, un jeu très connu. Un jeu de Uwe Rosenberg ou Uwe Rosenberg. Je sais que tu m'en prends sur ce nom-là. On va l'appeler Monsieur Rosenberg. Ouais, c'est ça, Monsieur Rosenberg. C'est le jeu Caverna que j'avais jamais joué avant cette année. J'ai vraiment apprécié ce jeu-là. Je trouve, j'adore la mécanique de décider est-ce que je vais avoir plus de nains, moins de nains, est-ce que je développe ma caverne, est-ce que je développe plus. Ben, t'essaies de tout développer aussi, là, pour faire le plus de points. Est-ce que je fais plus de fermes? Est-ce que je fais plus d'aménagement dans ma caverne? Tu sais, il y a tellement de stratégies. Je l'ai essayé en solo aussi. Vraiment intéressant. C'est vraiment de l'optimisation, là. On s'entend. J'aime bien ça quand il n'y a pas de chance. Fait que là, c'est vraiment stratégique. C'est sûr qu'en solo, par contre, une partie, j'en avais assez. Tu sais, je n'ai pas vraiment le goût d'en faire un autre pour essayer tout le temps de battre mon score, là. Pas plus que ça, là. Je pense que j'avais déjà fait une bonne partie. Mais non, Caverna, j'ai vraiment apprécié. Puis je l'ai joué
avec mes parents ce jeu-là, puis ils ont vraiment apprécié. C'est drôle à dire là. Chanceux. Puis ils ont vraiment apprécié ce jeu-là, même 2 fois avec fait qu'ils ont voulu rejouer. Puis la première fois que j'ai joué en fait à ce jeu-là, je jouais avec mes parents, c'est ma mère qui m'a battu. C'est quand même une bonne anecdote, mais ouais, Caverna, j'ai vraiment apprécié cette année, jusqu'à maintenant en 2017. Donc c'était mon numéro 8. Caverna, ça c'est un gros canon. Je dirais que j'y ai pas joué autant que je voudrais. Et puis je le vois dans tes étagères en plus. Puis il me fait de l'œil. Mais en fait, Caverna, je dirais que pendant assez longtemps, Caverna a siégé au numéro 1 des jeux de ma collection. De tous les jeux que j'ai joués, Caverna, c'était comme le Graal du jeu. Je dirais plus permissif qu'Agricola. Agricola est un peu plus à gorge. Bon, il y a la mécanique des cartes. Au lieu d'avoir des choses fixes qu'on peut acheter, il y a des cartes qu'on va pouvoir avoir en début de partie, puis ça va diriger un peu la façon qu'on va jouer. Mais Agricola est très punitif comme jeu. Puis encore là, il y a beaucoup de monde qui vont l'aimer, puis c'est correct comme ça. Caverna est plus léger. Je veux dire, c'est plus facile de nourrir ta petite famille à la fin du tour, à la fin des tours. T'as pas besoin de les nourrir tout le temps. Mais le jeu, écoute, le jeu est vraiment fantastique. Moi aussi, j'y ai joué, pas avec mes parents, par exemple. Mais je dirais que c'est un gros jeu, mais c'est vraiment un jeu absolument fantastique. Probablement un des meilleurs Rosenberg que j'ai joué aussi là. Fait qu'un excellent choix pour ça. Fait que moi, en numéro 7, j'ai un jeu. Écoute, là, je sors un jeu. C'est un jeu un peu plus vieux qui a pas été réimprimé. Il est out of print, mais c'est pas nécessairement un gros jeu si prisé que ça. C'est le jeu Tobago. Okay. Je sais pas si tu connais le jeu Tobago. De nom, mais... Je dirais que visuellement, on a des petits jeeps, on va se promener sur une île pour aller chercher des trésors. Il y a des petits paniers, des petites... Le visuel est très beau. Il y a même des petites statues un peu en pierre qui ressemblent un peu au type de pierre qui est utilisé dans Tikal. Je sais pas si tu as joué la nouvelle version de Tikal. Non, je sais pas. Ok, mais en tout cas, ça reste des petites statues Tiki. Okay. Le jeu, c'est un jeu très accessible. C'est très facile. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer des indices pour essayer de trouver sont où les trésors sur la carte. Okay. Mais les indices vont toujours être des indications. Exemple, ça va être à 2 cases d'un palmier. Ça va être sur du sable. Okay. Ça va être adjacent à la plus grande montagne. Fait que c'est toujours des indices qu'il y a selon les types de terrain. Il y a plusieurs types de terrain. On pourrait imaginer un peu comme Catan. Mais on a un petit G, puis on va essayer d'isoler les trésors pour les sortir. Le jeu est d'une simplicité vraiment, vraiment, vraiment exemplaire. Très facile. Encore là, il y a beaucoup de gros joueurs qui vont être un peu... c'est trop simple pour eux autres. Mais j'ai fait essayer le jeu à différentes personnes. Puis c'est vraiment un jeu qui... Dans la même lignée, si on veut, au lieu de leur montrer les aventuriers du rail, le jeu Tobago, qui est un super beau jeu. Malheureusement, il est out of print. Mais encore là, c'est pas le jeu le plus rare, très, très cherché par tout le monde. Mais c'est quand même mon numéro 7, le jeu Tobago. D'accord. Je le connais pas, donc je peux pas commenter sur Tobago. Mon numéro 7... Un jeu que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup les sports. Et ça, c'est un jeu de sport. Et c'est le jeu Baseball Highlight 2045. First mention. J'écoute le podcast de Dukes of Dice. Okay. Il parle souvent avec Mark Fitzgerald, qui est d'ailleurs le créateur du jeu. Okay. Puis Alex, un des podcasteurs, il en parle toujours. Puis chaque fois qu'il sort, le seul, il y a toujours le first mention. Ok, c'est bon. J'ai pas ce référent-là. Tu peux continuer. Peut-être qu'il y en a dans les auditeurs. Mais c'est un jeu vraiment super intéressant, Baseball Highlight. Je l'ai joué beaucoup plus en solo qu'en duo. Mais puis c'est un jeu aussi que j'avais découvert. Je l'ai pas joué cette année, je l'avais essayé avec un ami avant. Puis j'avais vraiment apprécié beaucoup la mécanique de cartes en fait qu'on a. C'est un peu de deck, c'est pas vraiment du deck building. Tu vas acheter des cartes un peu au courant des parties pour améliorer ton équipe. Et tu vas avoir un certain nombre de cartes en main à ton tour de jeu. À chaque... c'est pas une manche, mais en tout cas... que tu vas pouvoir jouer des cartes et là, l'adversaire va pouvoir contrer les coups qui sont frappés. Donc, ils ont bien réussi à recréer une partie de baseball avec des cartes. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, je trouve en solo, il y a quelqu'un qui a créé... en fait, c'est peut-être pas si compliqué que ça, mais il a créé une saison qu'on peut faire avec une série à la fin. Donc, on joue quand on a 4 équipes en fait qu'on va générer avec les decks de base dans la boîte et on va vraiment jouer contre je pense que c'est à peu près 4 ou 5 parties contre chacune des équipes, puis on fait aussi les simulations. Puis drôlement, j'aimais ça faire les simulations. Tu fais juste tirer des cartes. Oh, c'est rendu 2-1, c'est rendu. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais ça. Fait que j'ai vraiment apprécié, puis à la fin, tu fais jusqu'à les séries mondiales, donc ça peut te permettre de peut-être gagner, puis tu peux refaire une autre saison après. Il y a une belle rejouabilité, je trouve, avec cet aspect-là. Puis il y a beaucoup d'extensions aussi que tu peux rajouter. J'en ai aucune pour l'instant. Là. Il y a un bout à m'amener, ils ont sorti il y a un Kickstarter avec d'autres extensions, puis je me suis retenu pour pas acheter tout ce qu'il y avait, mais éventuellement, je le ferai bien parce que
je pense que de toute façon, le Kickstarter, c'était quand même peut-être plus cher avec le taux de change et tout, donc c'était peut-être moins intéressant. Mais Baseball Highlight 2045, mon numéro 7 pour ce début d'année 2017. Et ce jeu-là, je l'ai jamais joué en version physique. Mais encore une fois, étant donné que je peux pas toujours jouer, il y a une application qui est disponible sur Android et Apple qui vraiment représente super bien le jeu. Ben franchement, il est sur ma wishlist tout le temps, mais à chaque fois, je me dis toujours quel ami avec qui je vais pouvoir avoir. Mais sinon, même en solo, je veux dire, ça a l'air intéressant. L'histoire de simulation, moi aussi, je suis un gros fan de simulation. Fait que comme ça, ben, pouvoir simuler justement une saison, ça rajoute quelque chose. Puis une espèce de petit... Non, ça là-dessus, c'est un jeu qui est dans ma wishlist puis que j'espère pouvoir essayer à un moment donné. Ce que j'ai trouvé drôle, par contre, à rajouter pour la saison, c'est que au cours de la saison, tu vas améliorer ton équipe, mais les joueurs artificiels ont toujours la même équipe. Donc au début, tu perds tout le temps, puis à un moment donné, tu finis par gagner. Donc, c'est un peu bizarre peut-être, puis tu pourrais pas refaire une autre saison avec l'équipe que tu as montée, parce que probablement que tu gagnerais peut-être trop. Bon, la difficulté est faite comme ça, tu fais qu'au début, ben, ça marche moins bien, mais non, c'est quelque chose qu'il faudrait essayer maintenant. Ça. Donc moi, en numéro 6 maintenant, c'est, encore là, une autre saveur très du moment, c'est le jeu Sagrada. Oh oui. Donc, Sagrada, c'est quoi? Donc, c'est un jeu de dice drafting. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer des dés. À tour de rôle, les joueurs vont prendre un dé et vont pouvoir les placer dans leur plateau de jeu. Les plateaux de jeu, c'est un vitrail. Donc, on va essayer de compléter ça. En fait, on va se le dire, c'est un casse-tête. C'est juste un puzzle. On essaye d'optimiser les dés puis de les placer aux bonnes places. Le seul hic, c'est qu'on peut pas mettre 2 dés de la même couleur un à côté de l'autre puis 2 dés avec le même chiffre. Donc, de manière orthogonale. Donc, mais le jeu est simple. Encore là, c'est peut-être un jeu de catégorie filler, je dirais. Mais le thème, le look général, je veux dire, c'est le genre de jeu qui pourrait passer avec n'importe qui. Puis c'est un bon petit jeu. Moi, ben franchement, aux Journées ludiques, ça a été un peu je dirais pas mon méga coup de cœur, mais ça a été le nouveau jeu que j'ai essayé qui m'a fait waouh. Tu sais, la preuve, le lendemain, je l'ai acheté, puis ça sort super bien. J'ai réussi à le montrer à quelques amis. Non, c'est un beau puzzle. Je dirais qu'il y a une belle variabilité. Puis non, franchement, c'est mon numéro 6, le jeu Sagrada. Bien d'accord avec toi, parce que moi aussi je l'ai essayé. Ben, je l'avais essayé avec Professeur Board Game, faire une plug, et aussi avec non, c'est pas avec toi que je l'ai joué, mais j'ai joué aussi aux Journées ludiques là, avec Marie-Lou puis un autre ami, puis c'était la deuxième fois que j'y jouais, puis c'est vraiment comme tu dis, c'est un beau petit puzzle, je trouve. C'est vraiment intéressant de les dés que tu vas aller sélectionner pour les placer aux bons endroits, puis t'as différentes difficultés de cartes aussi, qui fait que tu peux te donner un petit challenge au début de la partie ou non. Ce que j'aimais moins par contre, c'est l'objectif de couleur de dés, que des fois peut être peut-être trop. Si au cours de la partie tous tes dés de ta couleur que tu as besoin sont 1, 2 ou 3, ben tu feras pas beaucoup de points, parce qu'il y a vraiment beaucoup de points qui se font avec les dés de ta couleur au final. Donc il y a peut-être ce petit aspect là qui pourrait peut-être être amélioré, mais sinon j'avais bien aimé Sagrada. Et pour mon numéro 6, le jeu, un jeu de dés encore là, un jeu de placement de dés, un jeu Cavern Tavern, un jeu que j'avais kickstarté, je pense que c'est le premier Kickstarter que j'ai reçu. Vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là, de ce jeu-là, une partie complète. Tout simplement, tu vas, en fait, c'est la thématique d'un peu de Viking Gone Wild où t'es dans un pub puis il faut que tu serves des commandes, tout simplement. Donc, c'est assez simple. Et mais en même temps, t'as des dés que tu vas lancer et tu vas pouvoir aussi pas juste servir des commandes, mais aussi faire des tâches en cuisine, des tâches ménagères, ménagères, du ménage et tout ça. Pour ça, ces tâches-là vont te donner des points de victoire, tandis que faire des commandes, ben oui, c'est des points de victoire aussi, mais des fois ça va te prendre un petit peu plus de temps. Et puis si tu fais pas tes commandes assez rapidement, ben là le boss il te tape sur la tête puis il t'enlève des points. Puis là à un moment donné il peut te donner des tâches supplémentaires que là ça te ralentit dans ta partie. Les autres joueurs peuvent aller aussi parler dans ton dos. Donc il y a un petit aspect, je vais bâcher un peu sur le leader. Il y a l'aspect aussi il y a un dé blanc en fait qui est neutre, qui est donné aux joueurs qui tirent de l'arrière tout le temps après chacune des rondes. Il y a 10 rondes. Donc ça lui permet d'avoir un dé de plus pour peut-être faire un peu plus de points la manche en cours. Donc vraiment beaucoup d'aspects intéressants. D'ailleurs ce jeu-là, je l'ai joué aussi avec mes parents. Ils ont bien apprécié. Même on a joué puis le lendemain on a rejoué parce qu'ils avaient vraiment beaucoup apprécié toute la mécanique de ce jeu-là. Donc Cavern Tavern, très beau jeu. Puis d'ailleurs ils ont sorti un autre jeu, le Rise to Nobility. Je l'ai vu sur Kickstarter. Il n'y a pas très longtemps. Là, puis ça a beaucoup eu d'engouement aussi envers ce jeu-là que j'ai pas supporté parce que
je trouve le taux de change, c'est pas... je pense que j'ai payé plus cher Cavern Tavern que je l'ai vu en magasin. Puis ok, je pense que je vais attendre pour le prochain. Ouais, des jeux comme ça vaut plus la peine de ouais, c'est ça. Tu t'en rends compte que, bon... Lui, Cavern Tavern, c'était le premier jeu, fait que tu sais pas si il va-tu se rendre ici, il se rend mais là, probablement que Rise to Nobility va se rendre jusqu'ici. Donc c'était mon numéro 6, Cavern Tavern. Donc c'est un jeu que j'ai pas joué, mais par exemple, il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé à Kingsburg ou des jeux comme ça. Ouais. Puis je sais que les jeux de placement D, toi t'aimes bien ça. Ouais, j'adore ça. Mais non, c'est un jeu que j'ai pas encore essayé. Ça fait peut-être pas nécessairement dans ma wishlist, mais c'est un jeu que j'aimerais essayer à un moment donné. Fait que je pourrais en reparler à ce moment-là. Ouais, c'est ça, c'est noté. Donc, en numéro 5, là j'ai hésité entre le numéro 6 et le numéro 5. Ok. Parce que le jeu en numéro 6, c'était Sagrada, et l'autre jeu en numéro 5, c'est un autre jeu qu'on le compare souvent, c'est le jeu Role Player. J'allais le dire. Et voilà, donc Role Player. Puis en passant, histoire de plugger l'école du jeu, je vais bientôt faire une vidéo Sagrada versus Role Player. Oh, pas nécessairement lequel qui est le meilleur, mais pour expliquer les différences. Okay. Parce que, on se le cachera pas, c'est deux jeux différents. Ok. Mais là, je vais parler de Role Player. Donc, c'est un jeu qui est sorti en 2016, qui a une espèce de... Il y a eu un gros engouement. Je dirais que c'est pas un gros... c'est pas une grosse compagnie qui l'a publié. C'est un premier projet. Le jeu est même peut-être cher un peu pour ce qui est. Ok. Au final, c'est un jeu de placement de dés, donc on va essayer d'optimiser. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai un passé de rôliste. J'ai joué à des jeux de rôle quand j'étais plus jeune. J'ai joué à Donjons Dragons, des choses comme ça. J'en ai vu beaucoup. Puis, en tant que maître de jeu, ce qu'on faisait souvent, c'est fabriquer des personnages. Puis c'est quelque chose que les gens qui ont joué à des jeux de rôle vont savoir de quoi je parle. On passe un nombre incroyable de temps à fabriquer des personnages. Puis beaucoup ça arrive vraiment à plusieurs occasions que ces personnages-là, on s'en sert jamais. J'ai un cartable plein de personnages qui ont une histoire complètement loufoque, complètement très poussée, mais qui ont jamais joué. Et Role Player, c'est ça qu'on fait. Donc au fur et à mesure du jeu, c'est un jeu qu'on va lancer des dés, puis on va pouvoir choisir les dés un après l'autre, un peu de dice drafting comme Sagrada. C'est juste que là, on va se faire une feuille de personnage. Donc, on va avoir différents attributs qu'on va faire et on va avoir différents buts. Selon notre personnage, selon la classe qu'on a tirée, selon notre historique, des choses comme ça. Il va falloir essayer d'optimiser. On se le cachera pas. C'est un casse-tête. Il faut pas le voir avec autre chose que ça. On place des dés et on essaie de les placer au mieux. Donc, le jeu, c'est vraiment littéralement ça, un puzzle d'optimisation. Mais le thème, encore là, plaira pas à tout le monde. Mais si tu as joué à des jeux de rôle, le thème est parfait. Parce que tout le long de la partie, tu passes ton temps à fabriquer ton personnage. Puis quand ton personnage est prêt, qu'est-ce que tu fais avec? Rien! Puis, savez-vous quoi? Pour moi, c'est un gros plus de jeu. Là, il y a une extension sur Kickstarter qui fait en sorte qu'on peut battre des monstres, des choses comme ça, mais je trouve que le jeu est vraiment bien amené, puis sérieusement, c'est un jeu, une thématique unique. C'est pas le genre de jeu que je vais conseiller à tout le monde, même que c'est un jeu que je vais jouer majoritairement solo parce que il y a vraiment pas beaucoup d'interaction. C'est vraiment on appelle ça un multiplayer solitaire. Là, c'est que vraiment on va jouer chacun dans notre coin. Puis le seul impact qu'on va avoir sur les autres, c'est qui va prendre le dé en premier. Mais le jeu est tellement génial en solo. Pourtant, je déteste les jeux de faire le meilleur score. Des jeux comme Rosenberg, j'adore ça, mais j'aime pas faire un meilleur score. Mais celui-là, c'est le seul jeu que j'ai envie de faire un meilleur score. J'ai envie de continuer. Puis sérieusement. C'est pas pour tout le monde, je vais toujours le dire de même, mais Role Player, c'est vraiment un jeu génial. Moi, en tout cas, c'est direct dans mes cordes. Puis, je le suggère à n'importe qui sait de quoi je parle quand je parle de fabriquer des personnages. Fait que c'est mon numéro 5, Role Player. Là, t'as un peu spoilé ton versus parce que là, Role Player est avant. Ouais. En fait, mais les deux. Mais si vous voulez, là, je vais vous mêler un petit peu. Là. Mais Sagrada, c'est plus accessible. Je le proposerai à n'importe qui. Role Player est un peu plus niche comme terme, je sais pas si ça se dit en français, mais un peu plus ciblé, mais encore là, Role Player, quelque chose de vraiment unique. Fait que vous allez voir la vidéo éventuellement à l'école du jeu. C'est bon. Mon numéro 5, c'est un jeu qui a une vidéo qui va sortir bientôt, moi aussi. J'ai fait une partie complète de ce jeu-là en solo. C'est le jeu Lewis et Clark. Très bon jeu. Je sais pas pourquoi j'aime ce jeu-là, mais je l'aime tout simplement. Il y a des jeux comme ça, des fois, il vient nous chercher tout simplement. La thématique, c'est un peu c'est de l'exploration. On va essayer de se rendre jusqu'à la côte ouest des États-Unis. Il y a un aspect historique un peu dans ce jeu-là. Il y a une mécanique de cartes qui est vraiment intéressante, qu'on va utiliser l'endo et le recto et le verso des cartes pour jouer ces cartes-là, puis multiplier le nombre d'actions qu'on peut faire sur les cartes. Il y a un aspect aussi placement de travailleurs, mais c'est drôle parce que les placements de travailleurs, en fait, c'est des Indiens, mais ils sont communs à tout le monde. Donc, il y a une carte qui va te permettre d'aller chercher tous les Indiens ou des Indiens que tu veux, puis après ça, les utiliser. Donc, ça se peut qu'à un certain moment donné, tu as besoin de travailleurs, mais ils sont tous chez ton adversaire. Donc, tu pourras pas aller en chercher d'autres.
Il y a un mélange de cartes et de placement de travailleurs qui est vraiment intéressant, que j'apprécie beaucoup. C'est un jeu où le but c'est pas de faire des points, c'est vraiment de se rendre jusqu'au bout de la piste. Donc ça, je trouve ça fait une variante intéressante. Puis en plus, tu peux modifier la piste. Ils ont des jetons dedans que tu peux, dans le fond, c'est sur l'eau, sur les montagnes. Puis on peut changer certaines des zones. Donc ça fait une belle rejouabilité au jeu. Donc j'apprécie beaucoup Lewis et Clark. Puis en solo aussi, il est vraiment le fun. Faut que tu battes en fait un adversaire qui va tout le temps avancer d'une case à chaque fois que tu fais une action. Donc ça te limite dans ton nombre d'actions au final pour battre l'adversaire. Donc Lewis et Clark en 5e position pour moi. Et moi, j'y ai pas joué, donc j'ai pas grand chose à dire sur le sujet. Ouais, c'est ça. C'est pas un jeu que tu connaissais. Non, ben je sais c'est quoi, je me suis déjà un peu renseigné, c'est un petit jeu un peu à la course, là, mais non, c'est ça. Peut-être que je l'essaye à un moment donné. Très bon jeu. Donc, on est rendu en numéro 4, et là, c'est le temps de sortir les gros canons. Ouais. Et je sors un des jeux qui a été les plus populaires de 2016, mais pas nécessairement le plus populaire, mais c'est le jeu Sight. Ouais. Sight, de Stonemaier Games. Donc, premièrement, je tiens à dire que quand le jeu est sorti, il y a eu un gros hype en arrière de ce jeu-là. Savez-vous quoi? J'ai même pas regardé ce jeu-là. Le jeu ne m'intéressait pas, puis je me suis pas intéressé à ce jeu-là au moment du hype. Donc quand il y a eu le Kickstarter, c'est arrivé, les gens en parlaient. Moi, je le regardais, puis c'est le genre de jeu qui avait de l'air un peu, confrontation. Ça me faisait penser un peu visuellement à Blood Rage ou quelque chose comme ça. Fait que je m'étais pas vraiment intrigué au jeu. Je m'étais dit, bon, c'est pas le genre de jeu avec qui je vais pouvoir vraiment sortir sur la table. Je vais le laisser de côté, je m'y intéresserai pas. Jusqu'au jour où je m'y suis intéressé. Ouais. On se le cachera pas, c'est un jeu de gestion de ressources. Ben oui, c'est un jeu de gestion de ressources avec une petite tension qu'on a avec la présence sur le plateau. Mais le jeu est absolument génial. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Puis Sight m'a vraiment pris par surprise. Il y a une version solo avec l'Automa. Moi, en fait, j'ai pas joué la version solo parce que l'Automa, les règles sont assez quelque chose. Mais Viticulture, exemple, en solo, est vraiment génial. Puis il utilise la même mécanique d'Automa. Mais le site est beaucoup plus complexe. Ouais, ce site est vraiment plus complexe, c'est la manière de gérer ça, mais juste en groupe, j'ai même joué à 2 joueurs. Très bon. Le jeu est vraiment impressionnant, puis je ne m'attendais pas à ça. Le graphisme est absolument fantastique. Jacob quelque chose là, qui a fait, je vais pas massacrer son nom, mais il y a un univers, en fait, il y a un univers complet qui est créé là-dessus, puis ils sont basés sur ça pour pouvoir faire un board game. Mais franchement, là, le jeu Sight, si vous faites juste vous attarder à le regarder, vous allez penser que c'est un wargame ou c'est un jeu. Non, c'est vraiment un jeu euro absolument génial qui remporte la numéro 4 dans le bilan de mi-année. Puis ça aurait probablement été le jeu de l'année passée, mais j'y ai pas joué encore. Ouais. Je commenterai pas là-dessus parce que peut-être qu'il s'en vient, je sais pas. Mon numéro 4, c'est le jeu, un jeu je pense qui est vraiment pas pour tout le monde. Ceux qui écoutent le podcast savent que j'aime les jeux de guerre, les jeux qui sont longs de guerre, et c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. C'est le jeu Labyrinthe de War on Terror 2001, on ne sait pas, qui est ici dans ma collection, qui est un jeu en fait qu'on va tenter de renverser les gouvernements en fait dans différents territoires en fait sur le monde pour tenter de contrer le terrorisme. C'est pas la thématique, mais j'aime bien les jeux de guerre, mais on dirait cet aspect-là des fois je trouve un peu moins intéressant, mais le jeu en soi est vraiment très bon. On tente c'est très difficile. J'ai déjà joué en solo en passant, là, j'ai jamais joué en multijoueur. Le solo est une paire de manches. C'est une charte en fait que c'est vraiment de la programmation, et il y a quelqu'un d'ailleurs qui a fait un programme pour le générer. Donc je joue avec mon ordinateur à côté, puis je rentre le numéro de la carte. Ça me dit qu'est-ce que l'intelligence artificielle va faire. Donc ça aide beaucoup à jouer au jeu parce que ça dure environ 3 heures facile. Puis on peut prolonger le jeu. Dans le fond, il y a un deck de cartes qu'on va passer, puis on peut le passer jusqu'à 3 fois. Moi, je le passe tout le temps une fois, puis ça prend 3 heures. Donc ça pourrait prendre 9 heures jouer une partie. Donc ça viendrait un peu intense. Mais quoi qu'il y a certaines aussi autres éléments qui peuvent faire que la partie termine avant. Mais vraiment un excellent jeu que j'adore beaucoup. Tout l'aspect vraiment de gérer le monde, de vraiment se placer à différents endroits. Des fois, tu vas amener un peu d'armée, tu veux la retirer. T'as une certaine... t'as vraiment une gestion globale que j'adore beaucoup dans ce type de jeu-là. Donc, mon numéro 4, Labyrinthe, de War on Terror 2001. Donc la communauté solo en parle beaucoup, puis c'est un jeu qui m'a toujours intrigué, mais qui m'a toujours intimidé, parce que je suis pas un wargamer, puis là t'en parles, c'est genre de gros blocs, les chartes, les choses comme ça, mais le jeu est
le monde en parle tout le temps vraiment bien. Fait que non, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être que je regarde. Je sais que c'est un jeu solo qui est très prisé. Ouais. Mais qui sait, peut-être un moment donné, je vais décider d'avoir le guts de vouloir essayer ça. Ça prend vraiment, à mon avis, les premières parties que j'ai faites, je l'ai juste faites avec la charte, puis des fois, je savais pas quoi faire. Là. J'étais vraiment mêlé. Qu'est-ce qu'il faut que... Là, j'essayais d'aller au plus... Qu'est-ce qui est le plus désavantageux pour moi, ça doit être ça. Fait que j'y allais de cette façon-là. Puis quand j'ai découvert le programme, là, ça m'a vraiment aidé. Puis il y a des choses que je faisais pas correctement. Donc ça je pense que c'est un must à avoir. Là, non, mais c'est intéressant. Juste, je savais pas ça. Je savais qu'il y avait des chartes. Je savais pas qu'il y avait un programme automatisé. Ça peut peut-être le rendre plus accessible. Accessible avec des petits guillemets, parce que c'est pas pour tout le monde pareil. Non, vraiment pas. Non, c'est un bon choix. Ouais. Fait on y va avec mon numéro 3. Là, on est rendu dans le top 3. On commence à sortir. Ben, moi, je sors encore un gros canon de l'année passée. Et voici ma prédiction. Le gagnant du Kenner Spiel de cette année, le jeu Terraforming Mars. Ouais. Donc, les gens qui me connaissent, qui m'ont déjà entendu, qui m'ont déjà parlé, savent que c'est un jeu que j'adore. Donc, personnellement, j'aime beaucoup les jeux, les engine builders qu'on appelle, donc on fabrique tranquillement pas vite. Race for the Galaxy, il y avait vraiment un petit quelque chose qui me plaisait. Imperial Settlers, des jeux comme ça. Mais Terraforming Mars le fait de manière encore plus meilleure que les autres. Il y a beaucoup de gens, ça me fait rire parce que le jeu est vraiment populaire, mais il y a beaucoup de gens qui sont des détracteurs du jeu. Bon, il y en a certains qui vont détester le graphisme, le artwork. Moi, personnellement, je trouve ça super bien. Ça fait la job, c'est parfait. Mais le jeu est vraiment génial. Ben franchement, là, c'est le genre de jeu. Puis, c'est le genre de jeu que, à force d'y jouer, j'ai un ami avec qui je commence à jouer plus souvent. Je trouve ça le fun de le jouer avec lui parce que là, on est rendu que on peut drafter nos cartes. On sait comment jouer, on connaît les cartes. Fait que le roulement se fait tellement bien. C'est un jeu qui dure peut-être 1h30 à 2 joueurs, mais le jeu est vraiment, vraiment génial. Puis, comme je dis, chaque fois que j'y joue, j'en reviens pas de comment c'est bien fait, c'est bien monté. Le gars qui a fait ça, sérieusement, là, c'est vraiment 2 pouces en l'air, là, bel job. Le jeu se joue solo aussi. Et solo, il est vraiment génial. À peu près 45 minutes en moyenne les parties. Puis on a des objectifs à compléter. Donc comme la partie de base, il faut réussir à faire 3 paramètres, placer des océans, avoir un pourcentage d'oxygène puis une température convenable. Puis ça se peut qu'on fasse un très haut score, mais qu'on gagne pas. Donc moi en fait le plus haut score que j'ai fait, c'est une partie que j'ai perdue parce que j'ai pas réussi au bout de 14 tours, en fait 14 générations. Mais franchement, c'est vraiment d'essayer d'optimiser. Chaque carte est unique. Fait que oui, bon, c'est sûr qu'il y a la chance de la pige qu'on peut avoir, faire en sorte de dire, il y a des gens qui disent, mais c'est trop, la chance fait trop un gros facteur. Je dirais qu'au contraire, tu vas gérer qu'est-ce que t'as. Avec ce que t'as, tu vas essayer d'en tirer le maximum. Puis ben franchement, là, les cartes, comme je disais, sont tous uniques. Fait que, sérieusement, là, il y a plusieurs façons de gagner. Puis selon les cartes que tu vas avoir, tu vas essayer de diriger ta stratégie vers là. Fait que c'est le jeu Terraforming Mars, mon numéro 3 en fait, de mon bilan. Puis c'est un jeu qui se retrouve aussi dans mon top 3 de mes jeux préférés à vie. Un top qu'on va peut-être avoir un jour à l'école du jeu. Encore une plug. C'était Terraforming Mars. Ceux qui écoutent le podcast comprennent que j'en avais déjà parlé, on l'a essayé, puis finalement on avait mal joué les règles, donc je veux pas me lancer plus que ça, mais j'avais quand même bien apprécié toute la thématique autour du jeu, donc mais il faut vraiment que je le rejoue. Il faut que tu le rejoues parce que pour le solo, ça a l'air vraiment très intéressant. Puis je comprends pas, il y a beaucoup de gens des fois qui escamotent un peu les règles justement concernant les tours qu'on passe, les choses comme ça, c'est quand on fait notre production. Mais moi j'en parle encore, mais le jeu vient avec une version un peu débutant. Les joueurs aguerris, sauter tout de suite à la version, je dirais avancée, mais en fait les productions commencent à 0, on a des cartes de corporation, ça fait en sorte que ça va viser un peu notre stratégie. Sérieusement, un chef-d'œuvre ludique, c'est le jeu Terraforming Mars. Il faut que tu l'essayes, puis sinon je vais te le faire essayer puis te le faire jouer. Tu vas voir. Parfait. J'en prends note. Mon numéro 3, un autre jeu de guerre en fait. Mais plus tactique, infiltration. C'est le jeu V Commando. J'adore beaucoup ce jeu-là. Je l'ai joué en solo, mais je l'ai aussi joué en multijoueur. Vraiment... J'adore, je pense, tout de ce jeu-là. Puis là, ça fait longtemps que j'ai pas joué, puis il faut que je rejoue. Là. Il est dans mon challenge, d'ailleurs, Disperdi. Je pense que j'ai 5 parties jusqu'à maintenant de jouer, puis il faut que je le rejoue. C'est vraiment tactique à fond, ce jeu-là. Chaque mission, chaque mouvement que tu vas faire est important parce que c'est... Dès que tu deviens à découvert puis tu commences à te faire tirer dessus, tu meurs, c'est sûr et certain. Tu peux pas, c'est vraiment un jeu d'infiltration, donc faut que tu sois très discret dans ce que tu fais, puis il y a des missions qui sont très difficiles. Des jeux quand même assez longs.
Il y a quelques missions qui sont un peu plus courtes, 1 heure et demie, 2 heures. Il y en a qui peuvent aller plus long jusqu'à 3h30, 4 heures. Par contre, souvent les missions plus longues vont impliquer plusieurs territoires. Donc tu peux arrêter entre les territoires puis recommencer une partie plus tard. Donc ça c'est un aspect intéressant quand on n'a pas toujours le temps de jouer 3-4 heures de suite au même jeu. Vraiment, il est pas pour rien au top 3, même j'aurais peut-être même pu le placer plus haut, mais il y a d'autres jeux qui sont encore plus intéressants. Mais V Commando, là, j'ai vraiment apprécié ce jeu-là en début 2017. Donc j'ai jamais joué à ce jeu-là, mais t'en parles avec beaucoup de passion, fait que c'est genre de choses pour que j'ai jeté un coup d'œil à un moment donné. Ouais. Donc on y va avec mon numéro 2. Un jeu qui est sorti sur Kickstarter l'année passée. C'est un jeu qui se retrouve même pas dans mon top 10 de mes jeux favoris à vie, mais c'est le jeu que j'ai le plus joué en 2017 et avec plus de 60 parties à mon actif, et c'est le jeu Santorini. Ah, ok. Santorini. Ah, ben oui. Premièrement, il est fait par Roxley Games. Ouais. Il a été même illustré par Lina Cossette puis David Forêt de Mr. Collington. Donc, c'est du talent québécois. Okay. C'est le fun de voir ça. Le look est très cartoony. Je sais que tu y avais joué. Ce jeu-là est simple à montrer. Il tape à l'œil. Le jeu a un visuel vraiment... Écoute, une qualité de production vraiment surproduite. Okay? On se le cachera pas. Le jeu aurait pu être fait vraiment plus simple. D'ailleurs, le jeu d'origine est un vieux jeu qui était vraiment très abstrait, avec des petits cubes, des petits triangles très très simples. Et le jeu est visuellement vraiment intéressant. C'est un jeu à 2 joueurs. Les parties durent vraiment pas longtemps. Il y a des dieux, il y a une quantité incroyable de dieux. Bon, j'ai la version Kickstarter avec l'extension de Golden Fleece. Mais sinon, même le jeu de base a tellement de dieux, et je ne comprends pas les gens qui jouent sans les dieux. Parce que les dieux, c'est là le fun de la game. C'est vraiment là que ça se passe. Puis c'est le genre de jeu que je m'installe souvent avec un ami, puis on invente des règles un peu pour l'assignement des dieux, mais on passe 7 dieux chacun, puis on va faire un 4 de 7. Un 2 de 3 ou n'importe quoi, on va choisir nos dieux, puis let's go, on s'affronte. Le jeu est élégant, il est simple, puis ben franchement, à notre tour, c'est facile à expliquer, on se déplace et on construit. Puis le but, c'est le premier joueur qui va être sur le 3e étage, sur une petite grille, mais le jeu est vraiment génial. Sérieusement, j'ai joué une 60aine de parties, puis c'est le genre de jeu qui sort, c'est très facile, c'est très rapide, ça dure 10-15 minutes une partie. Bon, des fois, ça peut s'étirer un peu, mais ben franchement, c'est un jeu qui est tellement élégant, puis c'est pas un jeu dans mon top 10 nécessairement, mais c'est côté 2017, c'est mon jeu le plus joué. Puis n'importe qui connaîtrait pas les jeux, je pourrais leur montrer, hey, regarde ça, Santorini, c'est tape à l'œil. Les gens vont faire, waouh, ok, la production est vraiment belle, les images, les petits buildings 3D. Puis sérieusement là, mon numéro 2, Santorini. Ouais, bien d'accord avec toi, j'ai joué deux parties. J'ai vraiment apprécié ce petit jeu-là. J'ai pas joué avec les dieux par contre. Mais on voulait juste essayer de voir qu'est-ce que ça donnait comme jeu. Jeu abstrait, Marilou aime un peu moins ça. Mais moi j'aime quand même ça, ce type de jeu-là. Puis j'avais beaucoup apprécié. Je trouve que c'est très tactique. Puis faut vraiment essayer de piéger un peu l'adversaire, un peu style échec, mais très light. C'est comme ça que j'allais dire. C'est vraiment un genre d'échec. Puis je pense que moi non plus, je suis pas un fan de jeux abstraits à la base. Mais Santorini a vraiment complètement dérangé un peu le problème que j'avais avec les jeux abstraits, parce qu'il est bon. Il est élégant, puis il est simple, puis il est bon. Fait que c'est pour ça qu'il se retrouve en numéro 2. Good. Mon numéro 2, je veux que tu as parlé tantôt, c'est Sight. Oh mon Dieu! Ouais, il est numéro 2 parce que je pense que c'est numéro 2. Une des raisons principales, c'est l'automa que je trouve génial. Même c'est vrai qu'il est un petit peu compliqué, mais pas tant que ça non plus, parce que je vais souvent quand même avec la logique de qu'est-ce qui est le moins avantageux, puis je pense que c'est ça qui veulent faire, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de comprendre que il y a un mec qui peut se déplacer de 25 cases. C'est pas 25 cases, j'exagère, mais qui peut se déplacer vraiment proche de toi puis venir te taper dessus. Mais je trouve, puis aussi, je pense que je l'ai essayé à 5, je sais pas si à 4, mais à 3, à 2 puis en solo. Donc j'ai essayé à beaucoup de variantes. Je viens de me procurer aussi l'extension, j'ai même pas encore eu le temps de l'essayer. Je voulais jouer les nouvelles factions. Bientôt, c'est sûr, avec l'automa. Puis je trouve, comme tu disais, Sight, graphiquement, c'est vraiment super beau. Gestion de ressources, comme tu disais, c'est zéro affrontement. Moi, j'ai gagné des parties vraiment par une bonne avance en restant dans mon petit coin puis en développant mon engine avec mes ressources que j'avais là. Ça fitait bien avec mes affaires. Puis ce que j'ai découvert dans ce jeu-là, c'est qu'il faut t'optimiser avec ton plateau. Tu vas chercher... l'argent, c'est des points. Donc moi, j'essaie tout le temps d'optimiser les actions en fonction de qu'est-ce qui donne le plus d'argent dans les actions du bas.
Puis je trouvais que c'était une stratégie qui fonctionne bien parce que tu finis par accumuler beaucoup d'argent. Donc un bon set de points pour la fin. Donc vraiment un très bon jeu, site d'optimisation, de gestion de ressources. Un petit peu de conflit, mais pas tant que ça non plus. Non, ça site, ben franchement. Il faudrait que j'essaye à un moment donné avec 2 joueurs puis un automa pour voir la tension que ça vient rajouter à 2 joueurs. À 2 joueurs, parce qu'on était chacun un peu dans notre coin. Mais sinon, l'automa, peut-être bien, là, comme je sais qu'il est assez agressif, puis je pense que ça peut peut-être rajouter un petit quelque chose, mais encore là, ça reste à voir. Là. Non, site, j'ai joué aux journées ludiques avec 2 fans de l'école du jeu, là, puis ben écoute, je me suis fait complètement ramasser, mais c'est pas grave. Mais non, c'est super le fun, mais franchement, là, il mérite sa place à ton numéro 2. Et numéro 1. On est rendu au numéro 1. Là, c'est drôle parce qu'on s'est pas consulté, on n'a pas parlé, on n'a aucune idée de ce que les autres vont dire. Donc, encore là, un jeu qui date de 2016. C'est un jeu avec une qualité de production un peu ordinaire, je dirais. D'habitude, on est tout le temps habitué de voir les derniers jeux, des miniatures, vraiment. Puis le jeu, la qualité de production est vraiment ordinaire. Mais le jeu a réussi à prendre, c'est un ancien Kickstarter qu'il y a eu. Le jeu il y a une nouvelle version, une nouvelle boîte qui va sortir probablement au mois d'août. Ça a été un autre Kickstarter qu'il y a eu le mois passé ou il y a 2 mois. Et c'est un deck builder. Son nom, c'est Aeon's End. Donc, le jeu Aeon's End. Premièrement, en solo, le jeu est vraiment génial. C'est vraiment bon. Donc, je vais expliquer mon numéro 1, il mérite un peu plus d'amour. Vas-y. Donc, au final, c'est quoi? C'est un jeu deck builder. Donc, un peu comme Dominion, on va avoir des cartes qui sont fixes. Encore là, on va acheter. Comme Dominion encore, il y a beaucoup de cartes qu'on peut aller. En début de partie, on choisit un certain nombre de sorts, un certain nombre de gemmes qui vont être là, qui vont pouvoir être les cartes qu'on va acheter. Le jeu se joue un peu, il me fait penser un peu à Sentinel of the Multiverse, pas par nécessairement les mécaniques, mais c'est un jeu coopératif. Donc, il y a un gros méchant qu'il faut battre. Donc, toutes les mages, donc les joueurs vont essayer de battre le gros méchant. Il va nous lancer des sorts, il va nous lancer des créatures, des choses comme ça pour essayer de nous freiner. Mais au final, ça reste un jeu complètement coop. Donc les gens qui sont pas fans de coop, vous pouvez oublier ça. Mais le jeu va vraiment chercher quelque chose de vraiment le fun parce que il faut vraiment travailler en équipe. Bon, oui, comme toutes les coops, il faut toujours faire attention aux joueurs alpha qui vont essayer de tout contrôler. Mais sinon, le jeu est vraiment bien fait. Je dirais qu'il y a 2 petites choses qui ressortent de ce jeu-là qui m'ont vraiment impressionné. La première chose, c'est l'ordre de tour. Bon, souvent, les jeux, on voit chacun notre tour, donc on joue un joueur, le joueur A, le joueur B, ensuite c'est le gros méchant qui joue, ensuite le joueur A, le joueur B, etc. Dans Aeon's End, il y a un deck de cartes qui sert à l'ordre de tour. Donc c'est un ordre de tour variable. Exemple, à 2 joueurs, chaque joueur va jouer 2 fois, puis le gros méchant, le Némésis qu'on appelle, va jouer aussi 2 fois. Ça veut dire qu'on peut jouer, ça se peut que je joue, hey, après ça c'est à toi JP, après ça tu vas rejouer, c'est à toi, là c'est à moi, puis après ça le méchant va avoir 2 tours de suite. Donc là, on se prépare tranquillement pas vite, ça va bien, ish. Et après ça, ben le méchant arrive. Mais encore là, quand c'est les joueurs, là, ça donne que je joue et je rejoue tout de suite après. Donc là, tout le tour que j'ai préparé, parce que comment ça fonctionne, c'est qu'on est des magiciens, qu'on va essayer de battre le gros méchant. Ça fonctionne avec des brèches. Donc c'est l'espèce de portail qu'on va fabriquer, qu'on a en avant de nous. Donc les sorts qu'on va jouer, on va les mettre dans le portal, mais ils partiront pas tout de suite. Donc quand que je vais jouer, je sortirai un exemple, une boule de feu, je la lancerai pas tout de suite sur le méchant. Je vais la mettre dans mon portal, puis à mon prochain tour, ça va sortir. Fait que toutes les sorts, ou presque toutes les cartes qu'on va jouer offensives comme ça, ont un délai avant d'arriver. Fait que l'ordre de tour va être vraiment intéressant pour ça, parce que des fois, ça va sortir beaucoup plus vite, des fois, on a le temps de se préparer. Je sais pas pourquoi ce jeu-là est aussi bon, mais chaque fois que j'y joue, je suis vraiment flabbergasté par ce jeu-là. C'est vraiment bon, c'est vraiment bien fait. Puis la nouvelle version, en fait... Il y a une boîte qui est sortie, puis c'est une boîte qu'on peut jouer là, par elle-même aussi, mais on peut la mixer avec l'autre. Ils ont tout refait. Ils se sont rendus compte que les grandes critiques du jeu, parce que j'ai parlé de la qualité de production, les petits tokens sont petits un peu... c'est un peu mince, c'est un peu... Ils s'attendaient pas, je pense, que le jeu soit aussi populaire. Mais pour se reprendre, ils ont refait un design complet de cartes. Donc, les cartes avaient un design que beaucoup disaient qui était comme ordinaire. Mais là, ils ont décidé de refaire toutes les cartes. Ils ont mis un pack un pack d'accessoires. Donc, on va avoir des petits jetons en acrylique, des choses comme ça pour essayer de pouvoir pimper le jeu un peu. Puis, ils ont rajouté beaucoup de cartes. Puis, en plus de ça, ils ont offert la possibilité aux gens qui avaient déjà le jeu de base, hey, écoutez, donnez-nous 10$, puis on va vous mettre à jour votre jeu. Donc là, toutes les cartes que j'ai dans le jeu de base, ils vont me renvoyer, mais avec le nouveau design graphique. Fait que ça fait en sorte que le jeu va être homogène, puis sinon, si vous choisissez pas ça, l'endos des cartes est identique. Fait qu'on peut les mélanger, ça va juste faire 2 styles
si on veut, de cartes. Mais sinon, ils ont vraiment décidé d'y aller, de donner un extra de plus qui est vraiment intéressant. Donc, ça fait en sorte que là, je vais tout avoir le jeu, plus l'autre version, avec tout le nouveau design des cartes. Ben franchement, moi, Aeon's End, c'est mon numéro 1 des jeux en 2017. C'est un jeu qui va probablement se frayer un chemin dans mon top 10 de mes meilleurs jeux à vie. Puis, ben franchement, je le conseille autant en plusieurs joueurs qu'en solo, qui est un excellent jeu à jouer solo. Donc, c'est le jeu Aeon's End, mon numéro 1. Ouais, tu me convaincs d'y jeter un peu plus un coup d'œil, parce que c'est un jeu... Je l'ai déjà vu passer, j'ai vu Martin de la zone de jeux de société en parler beaucoup, puis je sais pas, on dirait qu'il m'attire pas plus que ça. Les deck building, je suis pas un gros fan de deck building non plus, de deck builder. Fait que, mais là, ton numéro 1 pour 2017 jusqu'à maintenant, fait que je vais aller voir un peu plus de vidéos, un peu plus comment ça se joue, puis voir, ça m'intéresse, surtout le solo aussi, c'est toujours intéressant pour moi. Hey, c'est vrai, je disais, j'avais deux choses qui, j'ai pas dit la deuxième, hein, tu sais, Donc, l'ordre de tour variable, excuse-moi, je reprends donne-moi le micro. L'ordre de tour variable, puis j'ai oublié de parler aussi du fait que, la part des deck builders, quand on termine notre deck, à ce moment-là, on rebrasse, puis on place ça sur notre deck. À ce jeu-là, quand on défausse les cartes, on décide dans l'ordre dans lequel on va la défausser. Parce que quand on remet le deck, on fait juste prendre la défausse et on la replace de l'autre côté. Ça fait en sorte que le jeu est fait pour que tu colles des cartes ensemble. Pour qu'on essaie de se créer une espèce de mécanique, puis faire en sorte, bon, c'est sûr, tu peux pas réorganiser ta défausse comme tu veux, mais quand tu vas jouer toutes tes cartes dans ton tour, tu les mets devant toi, puis après ça, à la fin de ton tour, tu choisis dans quel ordre tu les places. Donc, si tu places la carte le plus bas dans ta défausse, quand tu vas remettre ton deck par-dessus, la carte va être plus proche. Donc, souvent, les cartes qu'on va avoir fraîchement achetées, qui sont meilleures, on va pouvoir s'organiser pour qu'elles arrivent plus rapidement. Même chose avec des gemmes qui vont bien une avec l'autre, détruire une carte pour faire tel effet ou choses comme ça. On peut mettre les cartes. On peut les coller, puis on peut faire en sorte que nos combines y sortent. Fait qu'on peut... c'est assez difficile encore là, mais on peut structurer notre deck un peu plus que d'habitude. Fait que ça fait en sorte que ça rajoute une autre dynamique. Puis encore là, il y a des Némésis, des méchants, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que justement, ils vont mélanger ton deck. Que toute la petite combine que tu as préparée, que tu as essayé de passer une couple de temps à dire, hey, parfait, il va dans le bon ordre, ben lui, il va te scraper ça. Mais non, ben franchement, c'était la deuxième chose que je voulais dire sur Aeon's End que j'avais oublié. Ah, c'est cool ça, parce que une chose que j'aime pas justement dans le deck building, c'est l'aspect chance que ça arrive souvent, t'as des mauvaises mains, pis tu fais, shit. Qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que, c'est intéressant cet aspect-là, puis que le boss peut venir te scraper ça un peu au lieu de te taper chaque dessus. boss a une espèce de si on veut, de choses qui fait bien. Il y en a qui vont lancer plein de créatures, il y en a d'autres qui, justement, ils vont altérer ton deck. Fait qu'ils ont chacun un niveau de difficulté, puis chacun aussi des thématiques différentes qui vont amener. Fait que, ben, franchement, là, c'est un autre plus pour Aeon's End. OK. Mon numéro 1 à moi, un jeu, je pense, j'ai parlé beaucoup récemment. J'ai acheté une extension récemment aussi. Je viens de la recevoir. C'est le jeu Russian Railroad, que j'ai de la misère à prononcer. J'ai acheté aussi l'extension German Railroads. Je les mets ensemble pour le numéro 1. C'est un jeu que j'avais découvert en 2016, mais que j'avais joué une fois. Et que là, j'ai décidé j'ai eu à Noël en fait, il était sur ma wishlist, puis c'est tout simplement un jeu que j'adore. J'adore les jeux d'optimisation. Et ce jeu-là te permet d'y aller de différentes façons à chaque partie. Et l'extension German Railroad rajoute 100 000 possibilités, là, tandis que dans Russian, c'est un peu plus, il y a quelques stratégies et tu vas avoir fait le tour assez rapidement. Mais j'adore vraiment ce jeu-là, puis la thématique aussi, j'aime ça, juste de créer un petit chemin de fer, ça me parle beaucoup. Puis aussi, placement de travailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans ce type de jeu-là. J'ai essayé aussi dans German Railroads la version solo. C'est faire le plus de points possible, mais tu as un automa qui va venir te bloquer des cases. Donc ça te met un petit challenge, il faut que tu t'adaptes à qu'est-ce que tu vas faire, puis je l'apprécie. J'ai joué 2 parties consécutives. C'est rare que je fais 2 parties consécutives d'un jeu. Je suis vraiment un joueur qui joue un jeu. Non, je vais aller en sortir un autre. Donc, faut vraiment que le jeu, que j'apprécie beaucoup ce jeu-là. C'est un peu comme toi avec un role player que tu disais, oui, c'est faire le plus de points, mais t'as le goût de la refaire. Parce que ce jeu-là aussi, j'ai le goût de, ok, je pourrais peut-être optimiser de cette façon-là. Je vais peut-être aller chercher cette tuile-là, essayer cette stratégie-là. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'apprécie de ce jeu-là. Puis, il n'y a aucune chance. Tout est à découvert. Donc, c'est toi qui fais. Puis aussi l'aspect cumulatif aussi de développement d'engin qui est au départ tu vas faire 10, 15 points, après ça 20, 25, 30, puis plus ça va dans les rondes, plus tu vas faire de points à chacune des rondes. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai placé Russian Railroads en numéro 1 de mon top 10 bilan mi-année 2017.
Donc, Russian Railroad, c'est un jeu que j'ai pas joué. Okay. Mais il m'a toujours intrigué. Encore là, je dis souvent que j'aime les engine builders, donc j'aime ça. Puis je sais que le jeu, on commence à faire un peu de points, puis au fur et à mesure, on fait toujours plus. Ouais. Puis non, c'est un jeu qui me tente. Mon collègue JP à l'école du jeu a fait une vidéo d'ailleurs. Puis écoute, c'est un jeu qui pique ma curiosité. J'ai pas essayé encore. On manque de temps souvent, on manque de joueurs aussi de mon côté. Mais non, c'est un jeu qui a l'air excellent. Puis franchement, que tu vois ton numéro 1, ça me donne juste le goût de pouvoir vouloir l'essayer. C'est vraiment un excellent jeu. Si vous êtes un peu dans le style que vous aimez les placements de travailleurs et qu'il n'y a pas de chance dans un jeu, c'est vraiment un jeu parfait pour ça. Donc je pense que ça conclut notre... moi en fait, je voulais les mettre après, puis je me suis dit, bon, d'un coup je spoilerai pas mes choses, mais mes mentions honorables. Vas-y. Donc les mentions honorables. J'ai choisi des jeux encore là que, pas nécessairement des jeux qui sont vraiment dans les meilleurs, mais il y en a un que je vois sur ton tableau, des jeux solo, le jeu Viticulture. Ouais. Viticulture, Essential Edition, mais franchement, c'est élégant, c'est beau, puis en solo, c'est vraiment fantastique. Sinon, il y a un jeu qui s'appelle New Bedford. Je le nomme parce que c'est un jeu qui est passé en dessous du radar. C'est un petit placement d'ouvriers avec... Disons, le thème n'a pas fait l'unanimité parce que ça parle de la traite des baleines des années 1800 à New Bedford, Massachusetts. Donc, c'est un sujet, il y a beaucoup de gens qui sont levés en disant « Ah, mon Dieu, vous pouvez pas faire un jeu sur ça. C'est vraiment pas un beau moment d'humanité. » Ben non, écoute, c'est arrivé. C'est l'histoire des baleines, mais c'est de l'histoire quand même. Tu peux pas changer l'histoire. Je veux dire, Mombasa, même chose, on s'entend, tu sais, c'est pas chic comme fond. Oui, on parle dans le livret d'instruction, mais c'est pas chic. Mais non, fait que je dirais que moi, je voulais donner une petite mention à New Bedford parce que franchement, c'est un jeu qui est surprenant, simple. Puis je dirais que non, ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Je vais aller voir c'était ça. mes petites suggestions après. Très cool. Viticulture, je pense que je le placerai aussi dans mes mentions spéciales. Il n'a pas fait mon top 10 parce que à chaque partie, je trouve qu'il y a un petit peu trop de chance avec les cartes et les commandes, puis ça joue un peu sur... ça, c'est vrai qu'il y a des parties que ça peut juste pas aller bien. Puis moi, si je suis d'accord avec ça, c'est pour ça que moi aussi, là, il se classait peut-être 11. Très bon, je l'aime beaucoup. Surtout, le solo aussi est vraiment le fun, puis ça dure peut-être 45 minutes. Tu as fait au complet des setups inclus. J'aime l'idée de Thomas, un peu comme Russian Railroad. Quand tu m'en as parlé, là, l'histoire que le Thomas vient bloquer des endroits, je trouve ça super simple. Ça représente bien un autre joueur. Puis ben franchement, je pense que c'est un autre point positif pour essayer ton numéro 1, Russian. Mais franchement, là, genre le concept que j'aime beaucoup. Donc, ça conclut notre bilan, notre top 10 bilan mi-année 2017. Ça a quand même été assez long, donc on va essayer d'être un peu plus short pour le reste de l'épisode pour condenser ça. Et on va passer dans le fond, il n'y en aura pas. Derniers achats, j'en ai fait, mais sont pas encore arrivés, donc j'en parlerai pas pour l'instant. Je vais bientôt acheter Century Spice Road, probablement. Bon, d'accord. Et voilà. Donc, ça termine la section. Et voilà, derniers achats, il n'y en aura pas. On va passer directement aux expériences de jeu. Donc, je vais commencer avec mon expérience de jeu, qui est le jeu Rivet Wars Easter Front, qui est un jeu pour 2 joueurs, encore avec une thématique de guerre, mais une guerre plus, c'est quand même... c'est pas joyeux, là, on s'entend, mais c'est plus un peu cartoonesque avec les personnages qui sont... La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Ouais, c'est ça. Puis, c'est un jeu qui a été créé par Bill... de l'auteur Bill Podurgill et Ted Terranova. Désolé pour le massacre. Non, il y a un bon nom, Terranova. Ouais, l'autre est un petit peu plus difficile. Édité, l'édition que j'ai, c'est l'édition française, édité par Edge Entertainment, et c'est un jeu aussi de Cool Mini or Not. Environ 30 à 45 minutes par partie, dépendant du scénario qu'on joue. Là, c'est un jeu, si vous connaissez un peu les Cool Mini or Not, un peu à la Zombicide, où on va avoir plusieurs scénarios avec des tuiles réversibles. Pas réversibles, mais avec des tuiles numérotées qu'on peut créer en fait des différents patterns de plateaux. Donc c'est un peu le même style dans Rivet Wars. Pour 14 ans et plus, et complexité environ 2.44 sur 5, donc un jeu moyen en fait. Donc avec des superbes belles figurines, ça c'est le gros plus de ce jeu-là. Il est vraiment très beau au niveau des figurines peintes, ça doit être assez malade. Je suis en train de me dire, je connais pas le jeu, je regarde quelques images puis je tombe sur des figurines peintes, je suis comme wow. Ouais, non, peintes ça doit être pas peintes, sont déjà vraiment magnifiques.
Donc pour expliquer un peu plus le fonctionnement rapidement, le but en fait c'est dépendant du scénario, on va souvent avoir à faire 10 points de victoire et ça va conclure la partie. J'avoue, j'ai pas regardé tous les scénarios, fait que peut-être qu'il y a des scénarios que c'est pas ça le but, mais les scénarios que j'ai joués, ça prenait 10 points de victoire. Et dans le fond, on va déployer des forces militaires sur le terrain en face à face, vraiment en duel. On va tenter de contrôler certains territoires qui vont nous donner des points à la fin de notre tour, donc un peu des zones stratégiques, on pourrait dire. On va essayer c'est des objectifs stratégiques qu'on va tenter de contrôler. On va tenter aussi d'éliminer l'adversaire, en fait pas vraiment l'adversaire, mais éliminer ses héros, que eux vont nous donner aussi des points de victoire. On va aussi tenter il y a aussi des missions. Des missions secrètes qui, elles aussi, donnent des points de victoire. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Comment ça se joue, en fait, dans un tour de jeu? C'est assez simple. On va jouer en tour par tour. On va avoir l'option, au début de notre tour, de piger une carte action. On a une limite de cartes en main qui est de 3 cartes. On peut toujours en défausser une, puis aller en piger une autre si les cartes action ne nous intéressaient pas. Et on va toujours aussi avoir l'option de remplir notre main de 2 cartes missions secrètes si on en a plus. Donc on a un maximum de 2 missions secrètes qu'on peut faire à notre tour. On va aussi recevoir des rivets. Des rivets, ça va nous aider à déployer des plus gros personnages, des héros en fait, qui vont avoir des pouvoirs plus intéressants de combat. On va aussi déployer un certain nombre d'unités selon le scénario. On va avoir un certain nombre, donc 6 de valeur de déploiement, puis certains coups pour chacun des personnages. C'est vraiment simple comme jeu, là. Et on va aussi, donc après ça, il y a une fois qu'on est déployé, on va avoir une phase de combat immédiatement. Donc on a une certaine portée avec notre personnage qu'on va pouvoir attaquer un autre. On va aussi, en fait les combats c'est avec des dés, donc si c'est un 5 ou un 6, c'est un hit. Souvent les personnages de base ont un point de vie, donc c'est un hit, on le tue. Il y a aussi l'aspect... il y a certains personnages qui ont des habiletés spéciales, comme certains vont permettre de, si on fait un hit, on relance encore, donc on peut faire plusieurs hits sur une même case, il peut y avoir plusieurs personnages. Sur une même tuile, il y a tout le temps 4 cases en fait, puis il peut y avoir plusieurs petits personnages, ça nous permet de les tuer plus facilement. Il y a aussi des habilités qui vont nous permettre d'attaquer toute la tuile en même temps, donc on va attaquer avec un attaque tous les personnages de la tuile. Il y a aussi... Donc, comme je disais, il y a tuer des héros, ça va nous donner des points de victoire aussi. Donc, est-ce qu'on les déploie ou non? Ça peut être une question qu'on va se poser si on veut pas donner des points à l'adversaire. Il y a aussi, c'est pas tous les personnages qui peuvent attaquer tous les autres personnages, donc il y a aussi cet aspect-là. Ils ont un certain champ d'expertise chacun. Il y a un certain nombre de dés que tu vas lancer dépendant qui t'attaque. Et ensuite de ça, une fois que la phase combat est faite, on va se déplacer. Donc, même principe, on a un certain nombre de déplacements et on se déplace sur le terrain. Et aussi, ensuite de ça, dépendant des objectifs à la fin d'un tour, des objectifs stratégiques qu'on a contrôlés, on va faire un nombre de points de victoire par objectif qu'on contrôle. Et aussi, dans le cours du jeu, on peut jouer des missions secrètes qui demandent des fois d'avoir tué 4 personnages, 4 tel type de personnages adverses, ça va nous donner 2 points ou 1 point. Donc, grosso modo, c'est comme ça que le jeu joue. Et on va terminer la partie, dans le fond, à 10 points de victoire. On va compléter quand même la ronde pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours, là. Et s'il y a égalité, on rejoue une autre ronde. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait plus l'égalité soit brisée. Là. Il n'y a pas de nul dans un jeu de guerre. Ça n'existe pas. Et donc, c'est comme ça qu'on joue à Rivet War Easterfront. Pour mon appréciation, donc j'ai pas beaucoup joué encore, là, j'ai joué 3 parties consécutives, on a fait 2 scénarios différents, on a échangé aussi les rôles, là, il y a vraiment juste 2 factions dans la boîte de base. J'ai quand même une bonne première impression, pas extraordinaire parce qu'il y a quelques petits aspects qui m'ont un peu chicoté, on va dire, là, d'aspect chance un peu dans ce jeu-là. Il y a quand même beaucoup de scénarios par contre, comme dans beaucoup de Cool Mini Honor, ils mettent quand même plusieurs scénarios. 10-15 je pense dans ce jeu-là. Miniature et artwork, ça c'est débile dans ce jeu-là, c'est juste vraiment très beau, c'est vraiment magnifique comme miniature. Je trouve c'est ça, la chance avec les dés, ça reste un jeu de combat, souvent il y a des dés dans des jeux de combat et des fois on est vraiment malchanceux, donc c'est la vie, hein? C'est comme ça que le jeu se joue.
les missions secrètes sont intéressantes, mais on dirait qu'il y en avait qui, dépendant du scénario, étaient trop fortes. Donner 2 points de victoire facilement, ça peut quand même faire mal à l'adversaire. Donc ça, je trouvais des fois que peut-être à ce niveau-là, peut-être sur certaines missions, sur certains scénarios, enlever certaines missions parce que c'est pas vraiment égal. Et il y a aussi un aspect chance de qu'est-ce que tu piges comme mission. Si l'adversaire pige pas des cartes missions qui sont intéressantes pour lui, il n'y a pas moyen de s'en défausser. Tandis que si tu en pognes, tu en piges toujours des cartes qui sont bonnes pour toi, ben tu peux faire beaucoup de points. Et un des scénarios qu'on a fait, j'ai fait plus que la moitié des points avec des missions secrètes et mon adversaire n'en a fait aucun. Donc ça crée un petit débalancement dans le jeu, je trouve. C'est quand même très simple à jouer aussi. Comme j'ai dit, là, les phases, c'est tu déploies, tu te déplaces. Il y a un peu d'aspect tactique intéressant. Il y a des scénarios différents. J'ai hâte d'essayer d'autres scénarios pour voir qu'est-ce que ça va donner aussi. C'est sûr que je vais y rejouer prochainement, en tout cas lorsque je vais trouver le temps. Comme j'ai dit, c'est environ 30-45 minutes. Puis je pense qu'il est quand même accessible à beaucoup de monde pour un jeu qu'on va dire guerre, mais plus ou moins guerre. Là. C'est quand même un combat face à face, un duel. Puis j'ai vraiment trouvé la thématique très cool. On est bien imprégné dans cette thématique-là. Puis, comme je disais, c'est beaucoup d'approches. Un jeu plus accessible que d'autres jeux qui vont être plus réalistes côté guerre. Donc, c'est pas mal ça pour mon appréciation pour après 3 parties pour Rivet War Easter Front. Je trouve ça intéressant parce que c'est un jeu que je ne connaissais pas. Puis là, pendant que tu parlais, je suis en train de regarder sur Board Game Geek. J'ai regardé la quantité d'extensions qu'il y a disponibles. Non, j'aime le look cartoony un peu. Je dirais que ça a l'air d'être très à la mode de ces temps-ci. Puis Vikings Gone Wild, t'allais chercher la même chose. Même Ottomania, que je vais parler dans pas trop long, ça a un look un peu, je dirais pas enfantin, parce que c'est pas des jeux enfantins, on s'entend, c'est la guerre quand même, mais ça a un look qui est plus accessible. Fait que je dirais que tant qu'à montrer ça, des fois, ça peut être plus facile d'aller chercher un certain type de joueur. Puis non, le jeu a un beau visuel, ça me fait penser à un petit jeu mobile que je joue sur mon cellulaire qui s'appelle Great Little War Game. Donc c'est encore là, les personnages me font penser un peu à ça. Ça se trouve être un petit jeu tactique là, un peu là, avec des tanks puis des choses comme ça. Mais sinon non, c'est un jeu qui m'intrigue. Je dirais pas que nécessairement que ça va être un achat pour moi parce que j'ai pas souvent l'occasion d'avoir un joueur dédié avec ça, tu sais. Mais sinon, ça a l'air d'un beau petit jeu. Puis je dirais pas loin de partir à un moment donné. Ouais. Puis c'est un jeu en fait qui est quand même assez dispendieux. Il est au-dessus de 100$, mais moi je l'ai eu à moins cher que ça. J'ai réussi à avoir un bon deal. Fait que c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je trouvais pour 125$, tu payes vraiment pour les miniatures qui sont magnifiques, mais peut-être pas pour un jeu que je vais préférer acheter un Russian Railroad qui va me donner plus de contenu au niveau. C'est un gros investissement. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est de la grosse argent. On s'entend qu'on sait pourquoi qu'on paye, mais est-ce que c'est vraiment le jeu qui en vaudrait ça nécessairement? Des fois, ça dépend du joueur. Si vous réussissez à le trouver en rabais, je pense que ça vaut la peine. Mais sans ça, je pense pas que j'aurais dépensé 125 et plus pour ça. Tant mieux, donc on va y aller à mon tour. Mon expérience de jeu de mon côté, c'est le jeu Ottomania, qui a remporté la 10e position de mon bilan de mi-année. En fait, c'est un jeu que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai pas pu enligner autant de parties que je le voudrais. J'ai joué, je pense, à date 4-5 parties. OK. Après ma barre, le jeu, c'est quoi? C'est un jeu très euro. On va gérer une production, une compagnie qui va produire des voitures. Donc, comme je disais, le thème va chercher un peu Kanban, même si les deux jeux sont mécaniquement complètement différents. Okay. Moi, j'ai pas joué à Kanban, mais ça reste que c'est ça. Le jeu a un visuel très accessible. Encore là, un peu cartoony. Quand on regarde le plateau, c'est coloré. Je dirais que même le premier regard que j'ai eu, j'ai fait, ok, non, c'est pas un jeu sérieux, là. Mais non, le jeu est un peu plus qu'un jeu de transition, un peu plus lourd, mais pas nécessairement tomber dans le gros jeu. Parce que ce qui est le fun avec ça, donc le jeu à la base, c'est un placement d'ouvriers. On va placer des ouvriers sur une grille qui va faire en sorte qu'on va choisir des tuiles. Okay. On va voir, en fait, le plateau qu'on a devant nous, c'est une chaîne de montage. Okay. On va pouvoir produire 3 types de voitures. Les petites voitures de ville, donc qui vont passer à travers 2 cases de la chaîne de montage. Ensuite, les voitures SUV, donc les VUS, que eux, ils vont passer à travers un certain nombre de cases. Okay. Et les voitures sport, qui eux vont avoir la chance de pouvoir traverser plus de cases. Donc tout ça est fait sur une petite grille qui fait en sorte que, des fois, ils s'entrecoupent. C'est une petite grille de 2x3. Okay. Donc, de base, c'est ça. On va produire des voitures. Puis les voitures, quand ils vont passer sur le convoyeur, ils vont passer sur chacune des cases. Au départ, les cases sont vides, mais avec nos travailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des nouvelles tuiles pour pouvoir placer dans notre usine de production. On va essayer de leur donner
des spécifications. Donc, exemple, il va y avoir la tuile, les spécifications des voitures écologiques, les voitures performantes, les voitures avec de l'espace de rangement, des choses comme ça. C'est des petites tuiles qu'on va retrouver dans le plateau. En plaçant nos travailleurs, on va pouvoir prendre une de ces tuiles-là et les placer sur notre petite usine de production. Et en plaçant notre travailleur, on va également acheter une voiture. Donc, la première action qu'on fait dans ce jeu-là, c'est de produire une voiture. Parce qu'on va placer notre travailleur, on va prendre une tuile et on va produire immédiatement une voiture. Donc, on prend la petite voiture, elle passe sur la chaîne de montage et elle va avoir, si on veut, une qualité de production. Donc, c'est le nombre d'étoiles qu'on va donner à la voiture. Selon le nombre d'étoiles qu'on va avoir, la voiture va pouvoir rapporter plus d'argent, des choses comme ça. Il y a deux marchés. Donc, sur le plateau de jeu, il y a le marché nord-américain, qui est à gauche, puis le marché européen, qui est à droite. Donc, chacun des marchés va avoir certaines choses qui vont chercher. Donc, encore là, les mêmes tuiles qu'on retrouve vont se retrouver. Donc, exemple, ça se peut qu'il y ait une partie, puis ça, c'est toujours aléatoire, ça se peut que les voitures américaines, si on les vend du côté américain, avoir une tuile de performance, d'accélération, ça va nous donner 3 étoiles. Parfait. Donc, si notre petite voiture, elle passe sur la case de ça, elle vient, si on veut, équipée de moteurs performants. Donc, dans le marché américain, elle va valoir plus d'étoiles. Le marché américain, habituellement, favorise l'argent qu'on va recevoir. Le marché européen, lui, favorise les points. Mais ça se peut qu'à un moment donné, les tuiles qui soient populaires, ce soit l'accélération écologique puis l'espace de rangement. Parfait. Ça, c'est les États-Unis. Le côté américain. Le côté européen, ça se pourrait que lui aussi ait des voitures écologiques, mais ça se pourrait que lui, il mise beaucoup sur justement sur d'autres items comme ça. Fait que, au fur et à mesure de la partie, on va placer nos ouvriers pour pouvoir remplir notre tableau avec ces tuiles-là. On va produire des voitures, puis les voitures vont venir avec justement certains attributs. C'est ça qu'on va chercher. Donc, de base, le jeu est super simple parce que ce qu'on va faire, c'est placer des personnages, prendre une tuile, fabriquer une voiture. Le jeu, il se passe en 4 tours. Puis les ouvriers, si on veut, quand on place notre ouvrier, on bloque pas l'espace aux gens. S'ils veulent, ils peuvent placer 2 ouvriers. Mais en fait, un ouvrier plus. Puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous retourner notre ouvrier. Fait que moi, ça se peut que j'avais presque personne, ou je commençais à être un peu bas dans mon nombre de personnages. Puis toi, tu décides que tu veux absolument cette case-là. Donc tu vas placer 2 ouvriers. Ça va me ramener mon ouvrier à moi. Puis si je veux, je pourrais même prendre 3 ouvriers, puis les placer là pour pouvoir renvoyer tes 2 à la maison. Donc c'est toujours comme ça permet de réclamer, si on veut, les petits bonhommes. Puis ça rajoute une dynamique intéressante. Puis chaque fois qu'on va placer notre personnage, on va ramasser une tuile automatique et on va fabriquer une voiture automatique. Donc, ça se fait très rapidement. Je dirais qu'à chaque tour, on va fabriquer plusieurs voitures, puis ça fait en sorte qu'on n'a pas l'impression de stagner dans le jeu. La première chose qu'on fait, ça va direct au point. Éventuellement, plus on va avancer dans la partie, donc les attributs qui sont recherchés vont se promener, vont descendre, puis vont changer. Mais on va essayer de fabriquer notre usine qui va être le plus proche de ce qu'on va vouloir faire. Quand on fabrique une voiture, on l'envoie sur des bateaux. Donc, tout dépend du nombre d'étoiles qui ont les voitures, donc la qualité de la voiture, elle va aller sur certains bateaux avec justement un nombre d'étoiles. Donc, ça fait en sorte que après ça, on va pouvoir vendre les voitures qui sont sur les bateaux. Donc, comme je disais, le marché américain va favoriser plus l'argent, le marché européen plus les points. On va essayer de trouver une bonne balance entre les deux. Le jeu est relativement simple. Je dirais qu'on essaie d'optimiser, bien sûr. On veut toujours essayer de fabriquer des voitures qui sont les plus performantes, en fait, les meilleures pour le marché. Mais le jeu est élégant. Ça fait en sorte que on se creuse un peu les méninges, mais au final, c'est pas compliqué. Puis le plateau léger fait en sorte que ça passe vraiment mieux que ça devrait. Puis après ça, quand les joueurs décident de passer leur tour, à ce moment-là, ils vont avoir la première personne qui va passer. Donc, à ce tour de rôle, on place des ouvriers. Donc, les tours se déroulent très rapidement. Puis la première personne qui va passer ou décider volontairement de dire, écoute, moi je vais arrêter là, va avoir le premier choix, à savoir sur l'ordre de tour. Donc, s'ils jouent en premier, ils vont juste pouvoir vendre un certain nombre de voitures, exemple 2 voitures. Ça fait en sorte que si on a fabriqué beaucoup de voitures, là, je voudrais peut-être pas jouer premier. Si je me place en 4e position, j'ai aucun bénéfice, puis je joue dernier, mais je peux vendre autant de voitures que je veux. Parce que sinon, les voitures vont rester sur les bateaux, pas de problème, mais ça fait en sorte que ça rajoute une autre dynamique. Parce que c'est pas nécessairement en agissant en premier. Bon, si on se place 2e, on vend juste 2 voitures, mais on a droit à une petite tuile extra. Fait qu'il y a toujours des petits incitatifs comme ça. Ça fait en sorte que le jeu, des fois, les gens vont vouloir essayer de passer pour pouvoir prendre une tuile ou pouvoir essayer de vendre toute leur voiture. Puis je dirais que le jeu est vraiment élégant. Puis moi, c'est ce qui m'a surpris de ce jeu-là. Je le connaissais pas beaucoup. Je pense que toi non plus, tu non, je le connais zéro. J'ai regardé un peu, ça avait l'air un peu coloré. J'ai regardé, le run-through de Rado, puis c'était avec une vieille version. Fait que le visuel était très prototype à ce moment-là. Puis il y a eu une deuxième version du jeu qui a été faite, qui ont comme corrigé quelques petites choses. Puis quand j'ai regardé les images du jeu-là, je fais, oh, ok. Finalement, c'est vraiment...
c'est cartoony un peu, mais c'est un bon jeu. Je dirais que c'est pas un jeu lourd, c'est un jeu qui se joue en 90 minutes, puis c'est un jeu qui est un bon midweight, un bon poids moyen. Donc c'est pas un jeu léger, c'est pas un jeu lourd non plus, mais ça fait en sorte qu'il se situe un petit peu plus que le jeu de transition, puis ça fait en sorte que c'est le genre de jeu qui est vraiment bon. Mais franchement, là, je te recommande. Très intéressant. C'est vraiment, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Comme je dis, je le connaissais pas vraiment avant, puis c'est pas un jeu qui a eu beaucoup de hype. Ben franchement, moi, Automania, là, je le recommande. Donc c'était mon expérience de jeu. Je vais aller voir ça, c'est certain. Comme je disais tantôt, c'est les jeux de voiture aussi, ça m'intéresse beaucoup. Puis Kanban, j'avais trippé sur ce jeu-là. Puis lui, il a l'air quand même plus simple. Ouais, plus simple, c'est ça. En fait, j'ai pas joué à Kanban. Puis je dirais que même je suis pas intimidé, mais c'est comme, ok, t'as peu là. Peut-être bien que c'est. Donc, c'est ce qui termine pour nos expériences de jeu. On va passer dans le fond au projet québécois, mais un projet québécois que j'ai préenregistré. En fait, je vais vous diriger vers là. J'ai fait une petite entrevue express avec Mathieu Fontaine de Hall of Geeks. C'est un nouveau centre de jeu qui va ouvrir à Lévis, Saint-Romuald. Et donc, il est venu nous en parler de son projet. C'est un centre de jeu aussi qui va avoir des jeux vidéo autant ordinateur que console. Et aussi un espace jeu de société. Puis je risque de faire une soirée d'animation là, à l'ouverture et tout ça. Donc, je vais vous en parler quand ça va avoir lieu. Mais je suis en discussion avec lui pour ça. Donc, je vous envoie là, vers l'entrevue. Puis on se reparle juste après pour conclure l'épisode. Pour le projet québécois de cette semaine, j'ai un invité pour la première fois. C'est Mathieu Fontaine, fondateur de Hall of Geek, centre de jeu qui va ouvrir prochainement à Lévis. Donc bonjour Mathieu. Salut Jean-Philippe. Donc je vais te laisser présenter le concept aux auditeurs de qu'est-ce que le centre de jeu Hall of Geek. Hall of Geek, qu'est-ce qu'on a voulu faire avec? C'est un lieu de rassemblement pour les gamers et les geeks de la région. Alors, le centre de jeu qu'on appelle, dans le fond, on va recueillir les gens pour jouer à des jeux de société, jeux vidéo et consoles jeux vidéo. Donc, on regroupe vraiment 3 sections à cet endroit-là. Là, dans cette émission, on va parler plus de la côté jeux de société vu qu'on parle de board game. Mais pour vous présenter un peu le projet rapidement, on a une section ordinateur avec une vingtaine d'ordi, avec 16 places aussi libres pour le monde qui préfère amener leur ordinateur. On a 4 salons privés avec des consoles, autant Xbox, PlayStation, puis des consoles rétro. Puis notre autre section qui vous intéresse sûrement plus en ce moment, c'est la section jeux de société. Fait que qu'est-ce que ça représente la section jeux de société? C'est environ 36 à 45 places, où c'est qu'on va avoir une bibliothèque avec une centaine de jeux, où c'est que le monde va pouvoir venir essayer nos jeux. Puis on va fonctionner aussi qu'il n'y a pas de consommation obligatoire. Dans le fond, c'est un tarif horaire, un tarif quand même assez minime qu'on va proposer aux gens. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de consommation obligatoire. On va quand même avoir des trucs à manger sur place. Fait que autant des petits sandwichs, panini, salades, des affaires comme ça. Puis, si les gens préfèrent amener leur nourriture aussi, on n'aura pas de restrictions à ce niveau-là. Dans le fond, je suis curieux de savoir, pour l'ensemble du centre de jeu, c'est de où est venue l'idée de faire ce centre-là? En fait, ça fait un peu plus qu'1 an que je travaille sur ce projet-là. Moi puis ma conjointe, on a décidé de se lancer en affaires. En fait, c'était ma conjointe qui avait commencé à parler qu'elle voulait se lancer en affaires, puis j'ai toujours eu la passion de vouloir partir de ma propre entreprise. Fait qu'on a parlé ensemble, puis on a commencé à s'énumérer des idées comme ça, là, autant que un salon de thé ou toutes sortes de commerces. On a commencé à faire une liste. Puis étrangement, c'est ma conjointe qui a lancé l'idée d'un salon de gaming. Au départ, on avait vraiment parti d'un style gaming, juste ordinateur. Puis c'est moi par après que j'ai décidé de dire on pourrait ajouter jeux de société aussi, je trouve que c'est un bon mélange, puis c'est vraiment rassembler les trucs geeks ensemble. Fait qu'on avait parti cette idée-là, on l'a travaillé, on l'a développé, puis on est rendu là 1 an plus tard qu'on se prépare à ouvrir. Puis, comme j'ai dit tantôt, c'est à Lévis, mais plus Saint-Romuald, donc c'est à l'entrée des ponts. Le choix était en fonction de quoi? C'était pour couvrir vraiment Lévis plus Québec ou ça a été avec le local? En fait, initialement, on voulait ouvrir à Québec. En fait, pour faire une histoire courte, la problématique était plus au niveau de la réglementation, au niveau de Québec. C'était plus compliqué d'avoir un local exactement comme qu'on le voulait. Puis là, ça l'a donné qu'on a eu un bon deal sur la Rive-Sud. Moi, personnellement, je viens de la Rive-Sud, fait que je suis vraiment bien content de l'ouvrir.
Mais ça, si je voudrais sur la Rive-Sud, mon but c'était vraiment, la seule place que je voulais être, c'est dans ce coin-là, justement, à Saint-Romuald, pas loin du Costco. Fait que c'est vraiment l'entrée des ponts. Fait qu'on est à l'entrée, on est proche de la Rive-Nord, puis on est à une place qui se développe facilement. Puis on trouve ça intéressant aussi quand j'ai eu la proposition de ce local-là. J'aimais ça d'offrir ce service-là à Lévis, parce qu'il y en a pas à ce moment à Lévis, justement. Fait qu'on va aller chercher justement un peu plus cette région-là où on parle autant aussi que la Beauce qui est à côté, qui peut être très intéressant aussi pour eux. Fait que non, c'est un coin que j'aime bien, surtout que je viens de là, la Rive-Sud. Fait que je suis bien content, c'est un bel endroit, on a un très beau local, on a beaucoup d'espace, puis ça va être une belle, très, très belle place. Parfait. Puis pour les jeux de société, on parle d'environ combien de places? Là? Je sais qu'on a parlé hors d'onde, mais... Oui, mais dans le fond, c'est ça. On va voir environ entre 36 et 45 places assises. Ça va être selon le setup qu'on va faire avec les tables, parce qu'on va pouvoir jumeler des tables, les agrandir, les rapetisser. Fait que si on fait des petites tables de 4, qu'on fait des plus grosses tables, fait que ça va varier entre ça, 36 et 45 places. Environ pour 10-12 groupes à peu près qu'on va pouvoir accueillir sur place. Là. OK. Et puis, au niveau des jeux, on a parlé de 100 jeux, mais au niveau de la variété, qu'est-ce que ça va avoir l'air? En fait, nous, on veut quand même aller toucher beaucoup de créneaux. Fait qu'on va aller chercher de la diversité. Autant qu'on va aller chercher des jeux vraiment plus complexes pour les geeks amateurs, autant qu'on va embarquer dans des jeux d'entrée de gamme, si on veut, plus des failers. Dans le fond, pour monsieur, madame, tout le monde, des jeux qui se jouent rapidement, que ça prend 5 minutes, qui jouent à 15-20 minutes. On va avoir de ce style-là. Puis on va même aller chercher d'autres créneaux également, autant que les joueurs de Donjons Dragons, les joueurs de Magic, les joueurs de Warhammer. On va vraiment aller chercher plusieurs créneaux. Fait que nous, dans le fond, comment on va fonctionner beaucoup, c'est par événement. Fait qu'autant qu'on va pouvoir inviter des personnes comme Jean-Philippe de Board Game Québec qui va pouvoir venir sur place présenter des jeux, des fois souvent un peu plus complexes pour les gens qui aiment ça. Autant qu'on va faire des événements pour, mettons, les personnes de Donjons Dragons, puis on va avoir, mettons, un maître de jeu sur place. Puis on va faire découvrir plusieurs organismes québécois, dans le fond. Autant que, là, je parle un peu moins des jeux vidéo, parce qu'on a beaucoup de streamers qui veulent venir, mais on veut faire présenter aussi des podcasteurs, justement, comme de jeux de société, ou même des créateurs de jeux québécois. Fait qu'on va faire plusieurs événements par rapport à ça. Puis on veut vraiment comme aider tout ce qui vient du Québec. C'est sûr qu'on va avoir des jeux qui viennent aussi d'ailleurs, mais on parle pour les événements, on va essayer de favoriser tout ce qui est québécois. C'est très bien ça. Belle initiative de donner de la place aux créateurs québécois, parce qu'il y en a encore, il y en a de plus en plus là, pour les jeux de société. Il y en a de plus en plus, puis souvent ils n'ont pas beaucoup de visibilité. Fait que c'est ça qu'on veut donner, c'est la visibilité aux gens qui essaient de faire connaître leurs produits. Puis en même temps, c'est une chance pour les clients d'apprendre qu'est-ce qui arrive d'ici, justement. Souvent, c'est des jeux très intéressants. Puis, on a parlé d'ouverture bientôt, si tu vises pour le mois de juillet que tu m'avais parlé. Oui, en ce moment, ça, effectivement, j'ai pas de date officielle encore. Si tout va bien, on prévoit ouvrir en juillet. Je veux pas vendre la flamme à personne encore, puis il n'y a rien d'ancré pour le moment, mais on devrait être en mesure de pouvoir annoncer une date prochainement. Là. OK, parfait. Puis en terminant, est-ce que tu veux dire comment qu'on rejoint Hall of Geek, comment qu'on s'abonne? Oui, en ce moment on est plutôt très actifs sur Facebook. Les autres médias sociaux, on est un peu moins actifs dessus. Fait que je vous conseille de venir nous suivre sur Facebook. C'est Hall of Geek, j'imagine que tu vas le laisser écrit, je vais le laisser en lien, mais vous l'appelez pour eux qui sont pas sûrs, c'est Hall, c'est H-A-L-L, espace O-F, espace Geek, G-E-E-K. Alors, je vous invite à venir nous suivre sur Facebook, voir les différents événements. On va faire des annonces justement prochainement sur nos collaborateurs, partenaires, style d'événements qu'on va faire. Je commence à travailler justement sur notre soirée d'ouverture, notre événement d'ouverture qui va regrouper plusieurs petits groupes. Fait que ces affaires, on vous offre beaucoup de surprises qui va arriver bientôt. Fait que venez nous voir sur Facebook. Si vous voulez aussi nous laisser des messages, si vous avez des idées, des suggestions, ou si justement vous travaillez dans le monde des jeux de société ou des jeux vidéo, puis vous voulez nous rejoindre, vous avez un projet, vous voulez vous montrer, on est bien ouvert à ça. Fait que venez nous parler, puis on est bien d'adon. C'est très cool tout ça. Puis donc, pour terminer, je te remercie d'être venu encore. Merci de m'avoir accueilli. de t'avoir parlé de ça dans le projet québécois. C'est toujours le fun d'avoir la personne sur place pour en parler. Donc, encore une fois, merci à toi, Mathieu, d'être venu pour parler du projet. Puis, on va mettre tous les liens là, sur notre page là, pour aller justement sur votre page Facebook Hall of Geek. Encore une fois, merci. Et salut. Salut.
Alors, on va conclure l'épisode là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la première intervention en fait de Sylvain, puis je te remercie beaucoup d'être venu, ça a été vraiment très agréable, je pense qu'il y a une belle dynamique, ça a coulé tout le long, beau top 10, c'était le fun à faire ensemble, puis on avait vraiment des jeux différents, il y a juste Side qui s'est entrecoupé, mais sinon c'était vraiment dans plus nos styles, puis je pense que ça nous a permis aussi de connaître quel style de jeu t'aimes, que t'es un ancien joueur de jeux de rôle, que tout l'univers que t'aimes dans les jeux de société, donc je te remercie encore, puis si tu veux conclure avec aussi quelques petits mots pour repluguer l'école du jeu ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu veux, je te laisse aller. Ben en fait, merci beaucoup JP, sérieusement, ça a été une belle expérience, quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, puis c'est le genre de choses vraiment, c'est dans mes cordes, ça. Puis c'est le fun aussi, justement, avec la dynamique de pouvoir se discuter comme ça. C'est comme une discussion qu'on aurait faite, mais c'est juste qu'on a un micro entre nous deux. Ouais, c'est ça. Mais non, j'ai vraiment aimé ça, mon expérience. Encore là, j'ai trouvé ça le fun, qu'on ait des jeux différents. On s'est pas consulté avant. Non. Puis ça fait en sorte qu'à part Side, que les jeux étaient totalement différents. Ça m'a permis de découvrir d'autres jeux, puis peut-être bien pouvoir essayer de grandir ma collection encore et encore. Ouais. Donc, pour ceux qui voudraient me suivre, encore là, écoute, on fait des plugs comme qu'on peut, mais vous pouvez me suivre à l'école du jeu. Donc, on est une chaîne, on est 3 gars, il y a JP, moi puis Joe. On fait des vidéos explicatives de règles, des choses comme ça. Des fois des petits tops par-ci par-là. On essaie d'animer ça. Vous pouvez aussi aller sur passionboardgames.com. Donc, c'est le portail numéro 1 du jeu au Québec. On essaie encore là. Board Game Québec est présent aussi sur place là-bas. Il va y avoir les vidéos qui vont être mises là. Fait qu'à ce moment-là, ça se trouve être une espèce d'endroit où les gens peuvent aller pour avoir toute l'information. Je veux dire, toutes les chaînes YouTube, en gros, les chaînes principales YouTube au Québec, on est là. Puis on essaie de créer un petit hub, une petite communauté. Puis de faire en sorte que de vous fournir du contenu francophone, parce que c'est quelque chose qui est pas toujours présent. Puis on essaie de le faire du mieux qu'on peut. Fait qu'hésitez pas, allez vous inscrire, allez liker sur Facebook, passez un commentaire. Vous avez pas idée à quel point un petit pouce en l'air peut donner un coup de pouce, parce que on fait pas ça pour la gloire. On fait pas ça pour l'argent, on veut juste partager notre passion, pouvoir montrer aux gens que le jeu de société moderne est vraiment populaire, qui est vraiment sur NSR. On voit plein de petits cafés, là, justement le projet que tu as eu en entrevue, ça prouve que le jeu de société est présentement en vogue, puis il faut profiter de cette vague-là pour essayer de le montrer aux gens. Moi, ben, franchement, c'est ça mon but, c'est de pouvoir essayer, si je peux faire montrer les jeux à 1 ou 2 nouveaux joueurs, ben tant mieux, c'est une mission réussie, parce que on veut juste promouvoir le jeu de société. Oui, effectivement, on a tous le même but à travers ça, c'est vraiment partager puis vous faire acheter des jeux. Et voilà. Fait que malheureusement, on attend les commandites, on espère les avoir. Ils sont où, non? Pas de téléphone. Et puis donc, encore une fois, ben merci, puis on se refait ça, c'est certain. Hein? Si t'es le bienvenu quand t'es disponible, on refait un autre épisode, d'autres choses, un autre sujet, c'est certain. Hein? On fera pas la même chose à chaque fois. Le top 10 de mi-année en 2018. Non, mais merci beaucoup, puis c'est certain que je vais me rassurer à cette table-là pour pouvoir discuter avec toi. Parfait, bye bye à tout le monde, merci. Salut la gang.